Salut. C'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire, et cette fois, ça va être la Commune. Vous avez parlé de Napoléon, vous avez parlé de Tolstoï, Jeanne d'Arc, bon, la Commune. Je voudrais d'abord vous apporter quelques citations. Il y en a une de Chateaubriand, qui est dans les Mémoires d'Outre-Tombe, et qui m'a toujours frappé. Il dit « Faites attention à l'histoire que l'imposture se charge d'écrire ». Il y a Simone Weil, d'autre part, qui a dit « Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole ». Et enfin, il y a Victor Hugo, dans un texte très peu connu, c'est dans toute la lyre, ça s'appelle « Aux historiens », et il dit deux choses aux historiens. Il leur dit « Dites le vrai ». Ça veut dire ne mentez pas, hein, dites le vrai. Mais d'autre part, il ajoute « Ne nous racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'objectivité dont on parle toujours en histoire, ça n'est pas possible. Pourquoi? Objectivité, ça veut dire considérer les faits comme des objets. Mais comment voulez-vous que l'on considère comme des objets une histoire humaine, une aventure humaine, quelque chose qui nous concerne tous? Alors je dirais que l'impassibilité est impossible devant une histoire comme celle de la Commune, qui est une histoire affreuse, vous savez, une histoire atroce. Mais si l'impassibilité est impossible, la loyauté est le premier devoir. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, hein, une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là, qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin en m'appliquant à être avant tout honnête. Alors voyons, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette Commune, je crois qu'il faut remonter par un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire française depuis 80 ans avant la Commune. Je vous rappelle que la Commune, c'est le 18 mars 1871. Depuis 80 ans, pourquoi? Depuis la Révolution française. Je me permets aussi de vous rappeler ici une chose que j'ai déjà dite, à savoir qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle le mouvement de 89. Il y a le terrible Michelet qui nous a raconté toutes sortes de facéties là-dessus. Non, la vérité, c'est que le mouvement de 89, c'est un mouvement d'une nouvelle classe française qui, au cours du XVIIIe siècle, avait pris conscience de son existence. À savoir quoi? La richesse mobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, quoi, c'était l'aristocrate et le clergé qui possédaient tout. Et au cours du XVIIIe siècle, une classe nouvelle s'était constituée, richesse mobilière, c'est-à-dire quoi? Les banques, les manufactures, le grand commerce. Ben, ces gens étaient exaspérés de voir que c'était l'aristocratie qui possédait, comme on dit, les leviers de commande, et ils avaient décidé de s'en emparer. C'est ça le mouvement de 89. Ben, ça avait pas mal marché, mais il faudra attendre jusqu'à 1830 pour que le rêve qu'avait formé cette grande bourgeoisie de tenir en main le pouvoir se réalise. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants, quoi, une rixe de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrates et bourgeois. Ça marchait assez bien. C'était un vieux thème voltairien, on ne le sait pas assez. Vous savez, quand on dit Voltaire, on pense toujours à l'anti-religion, il ne s'agit pas de ça. Voltaire avait une idée précise en politique et en sociologie. Voltaire disait « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » C'est une morale d'entretenu. Ben, c'est exactement ce qui s'était passé jusqu'à 91. Puis voilà, premier accident, c'est le 10 août 92, commune insurrectionnelle de Paris, la plèbe qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, le roi qui est obligé de déchoir, enfin qui va disparaître. C'est un intermède odieux pour cette bourgeoisie qui était au pouvoir, et tout à coup, voilà le quatrième état, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi, la cariatide, comme dit Victor Hugo, sur le dos desquels le festin des riches se passait. Là, voilà cette cariatide qui remue. Alors, il faudra à peu près 2 ans pour en venir à bout. Il y aura 2 opérations de redressement successives. Une première opération qu'on appelle Thermidor, vous vous rappelez, le 9 Thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994, où on fait tomber Robespierre. C'est insuffisant comme arrangement, alors on fait un deuxième redressement qui s'appellera le 18 Brumaire, où cette fois un général qui s'appelait Napoléon Bonaparte va s'emparer de la République, en criant bien sûr « Vive la République » et va l'étrangler. Alors la bourgeoisie est assez contente, il lui semble qu'elle va régner tranquillement, mais ce Bonaparte, Napoléon, empereur depuis 1804, va tourner mal, trop de guerre. La bourgeoisie n'envoyait jamais ses enfants à la guerre. Vous savez, il y avait des exemptions. D'une part, il y avait le rachat. Rachat, ça veut dire remplacement militaire. Hein. Une famille riche pouvait se payer un pauvre pour aller se faire tuer à la place. Eh bien, il avait tellement besoin d'hommes, il faisait une telle consommation de matériel humain, Napoléon, que finalement, il appelait les fils de la bourgeoisie, ce qui était très désagréable. Mais ce qui était infiniment plus désagréable, c'est ce qui va se passer avec le blocus continental. Ce blocus continental, la bourgeoisie française a commencé par se froisser les mains en disant « c'était pas tant, c'est un avantage pour nous ». Puis peu à peu, ils se rendent compte que c'est les marges bénéficiaires qui en prennent un coup. Alors le soutien naturel de l'Empire, à savoir la bourgeoisie, ce soutien, lui, fait défaut.
Il est perdu dès ce moment-là, et c'est 1814, 1815, c'est la Restauration. Moi, la Restauration n'est pas très satisfaisante en ce sens que c'est un retour en force de l'aristocratie. Alors c'est en 1830, enfin, que depuis 1889, la bourgeoisie attendait de pouvoir tout posséder. Elle va le faire avec une république de banquiers, c'est le mot qu'il faut employer, une république de banquiers, non pas une république, un régime de banquiers sous Louis-Philippe. Un véritable Éden, vous savez, c'est à ce moment-là où la bourgeoisie tient tout. Enfin, l'État est entre les mains de la bourgeoisie. Ça dure 18 ans, puis voilà le deuxième accident. Vous vous rappelez, le premier accident, c'était le 10 août 92, deuxième accident, c'est le 24 février 48. 24 février, résurrection de la République, avec le prolétariat qui est en armes dans les rues de Paris. Il avait fallu 2 ans la première fois, hein, de 92 à 94, pour venir à bout de ce prolétariat révolté. Il va falloir 4 mois, 5 mois, pas davantage en 48 pour s'arranger. Ces braves prolétaires étaient très gentils, enfin ils mettaient, comme ils disaient, 6 mois de misère au service de la République. C'était des moutons, ils les avaient pris pour des tigres, ils étaient comme des petits animaux domestiques. Alors on va pouvoir avoir raison d'eux assez facilement, et ce sera le canon de Cavaignac, les journées de juin. Mais de même qu'autrefois on avait fait un redressement en 2 étapes, vous vous rappelez, hein, première étape Thermidor, deuxième étape Brumaire, et bien cette fois on fera de même un redressement en 2 étapes, première étape les journées de juin, avec la dictature de Cavaignac, et puis un Bonaparte encore, reparu, un neveu paraît-il, qui fera le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est le coup d'État qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, de se transformer en dictateur et en empereur. Magnifique, vous savez, vraiment magnifique. C'est une restauration perfectionnée de la dictature bourgeoise à partir de 1851. On ne peut pas y imaginer mieux. Enfin, c'est à ce moment-là où prolifèrent les grandes sociétés bancaires. On voit apparaître le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, le Crédit Immobilier, la Société Générale. En 1867, les sociétés anonymes vont voir leur existence ratifiée par la loi. Enfin, il n'y a rien de mieux. Et vous avouerez avec moi que quand on voit le président de la Chambre des députés, ça s'appelait le corps législatif, le président de la Chambre des députés, qui est en même temps le patron du Creusot, le président du comité des forges, le régent de la Banque de France et l'administrateur de la Société Générale, oh ben ça, hein, c'est un régime sérieux, c'est un régime stable. Ça ne pouvait pas être mieux. Quant à la condition ouvrière, ben, elle était ce que vous savez. On avait découvert à partir du machinisme, c'est-à-dire sous la Restauration, quand les usines vont se perfectionner avec des machines, on a découvert l'utilisation du travail des enfants. Un enfant avec une machine était capable de faire le même travail qu'un homme. Alors des masses de gosses, vous n'imaginez pas, enfin des quantités de gosses, entre 5 ans, 6 ans et 12 ans, 13 ans, étaient là devant les machines, faisaient le travail d'un mâle, mais ils étaient payés au quart, ce qui va permettre la constitution de fortunes incroyables, enfin une opulence prodigieuse. Alors, travail des enfants. Eh bien, ce travail des enfants, bien qu'une loi de 1841 ait prétendu le contrôler, sachez qu'en 1868, il y avait 99 150 enfants entre 5 ans et 12 ans dans les usines. Ça continuait donc à rapporter. Il est vrai que les salaires avaient augmenté. Entre 1851, coup d'État, et 1870, où nous arrivons, les salaires avaient augmenté de 15%. Seulement le prix de la vie, il avait bondi de 45%. Ce qui vous montre qu'à la fin de l'Empire, la situation ouvrière était encore pire qu'au début. En 62, je crois, oui, en 62, Haussmann, le baron Haussmann, l'urbaniste de Paris, il avait été chargé d'un rapport. Ce rapport n'a pas été secret, il a été publié, c'était une imprudence. Et le baron Haussmann, en 1862, disait que dans la population parisienne, Paris, hein, qui comptait à ce moment-là 1 700 000 habitants, et ben voici les termes du baron Haussmann. Sur 1 700 000 habitants, plus d'1 million sont dans une pauvreté voisine de l'indigence. Alors fatalement, des grincements se produisaient dans cette mécanique si agréable. Grincements. Il y en avait un dont l'empereur lui-même était responsable. Vous savez, Napoléon III, c'est pas tout à fait la même chose que Napoléon Ier. Napoléon III a un côté, c'est vrai, d'attention au prolétariat. Quand il avait écrit en prison en 1846 « L'extinction du paupérisme », j'entends bien que c'était aussi pour préparer sa candidature. Mais il y avait quelque chose de sincère en lui. Il savait que la condition ouvrière était affreuse. Alors voilà qu'en 1864, c'est Napoléon III lui-même qui va permettre entre guillemets, les coalitions ouvrières. Les coalitions ouvrières, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la loi Le Chapelier, faite par les constituants, ces fameux constituants voltairiens dont je vous ai parlé, c'est 1791, cette loi Le Chapelier, interdisait, sous peine de prison, le groupement des ouvriers pour enchérir leur salaire, disait-il.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre leur salaire. Donc c'était interdit aux ouvriers de se réunir, de se syndiquer, nous disons aujourd'hui, pour se défendre. Et bien voilà qu'en 64, Napoléon III lui-même dit c'est d'accord. Minute, il autorise bien les coalitions, mais il n'autorise pas les grèves. Or justement, les grèves vont se multiplier, quelquefois dans des situations très dramatiques. Par exemple, en juin 69, à la Ricamarie, qui est dans le bassin houiller de la Loire, il y a une grève terrible, on est obligé de faire donner la troupe, il y a 13 tués. La même année, c'est en octobre 69, cette fois c'est à Aubin. Aubin, c'est dans l'Aveyron, toujours un pays minier. Il y a de nouveau une grève extrêmement violente, on fait donner la troupe, cette fois il y a 14 morts. Et le commandant, le capitaine Gausseran, qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu, va être immédiatement décoré du ruban rouge de la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur. D'autre part, depuis 1864, il s'est créé à Londres l'Association internationale des travailleurs, ce que l'on appellera ensuite l'Internationale. Cet international, qui veut défendre la classe ouvrière, commence à faire des petits, si je puis dire, en France. Et il paraît même qu'en 1869, à la fin de 69, le chiffre est incertain, mais il paraît qu'ils étaient environ 60 000 adhérents dans la classe ouvrière française à l'international. C'est grave, hein? Alors on avait déjà fait 2 procès. Premier procès, on les poursuivait vers des pénalités. Le second procès, c'était des peines de prison. Enfin, si vous voulez, quoi, la cariatide est en train de bouger. Alors Napoléon III, qui a imaginé de se déguiser en empereur libéral, va appeler un nommé Émile Ollivier au pouvoir. C'est un civil. Mais Émile Ollivier veut bien faire de l'empire libéral, mais également, il déclare dans sa affirmation ministérielle du 2 janvier 1870, « Je suis là, dit-il, pour prendre la révolution à bras-le-corps ». C'était assez rassurant pour la classe bourgeoise, mais c'est que la suite ne va pas justifier cet optimisme. Déclaration du 2 janvier, vous avez entendu, hein? Eh bien, le 12 janvier, aux funérailles de Victor Noir, qui est un journaliste qui avait été tué par un membre de la famille Bonaparte. Ce 12 janvier, aux funérailles de Victor Noir, 200 000 hommes sur les Champs-Élysées qui sont prêts à faire une révolution. Finalement, on les calmera, on leur dira « vous allez vous faire tuer pour rien ». Ça ne se produit pas, mais enfin, on a frôlé quelque chose de très dramatique. Hein. Deuxièmement, il y a un plébiscite. L'Empire, qui vieillit, l'empereur d'ailleurs fait physiquement malade, essaye de rasseoir son assise par un nouveau plébiscite, au mois de mai 1870. Résultat du plébiscite, excellent du côté de la campagne. Vous savez, à la campagne, c'était les rustres, comme on disait alors, qui étaient entre les mains des notables, qui votaient comme on leur disait de faire au château ou à l'église. Ça va bien. Il y a une immense majorité, dans les campagnes, pour le plébiscite. Mais à Paris, ça va très mal. Dans la plupart des grandes villes françaises, les non l'ont emporté sur les oui, et à Paris, dans des conditions dramatiques. Il y a 180 000 voix, 183 000 voix pour dire « nous refusons l'Empire », et il n'y a que 134 000 voix pour dire oui. Autrement dit, la capitale de la France, Paris, est hostile au régime. Vous vous rendez compte si c'est grave, hein? En plus, il y a une grève, plutôt des grèves successives au Creusot. On va dispenser à ce moment-là 298 mois de prison, 298 mois de prison à 25 inculpés. Et l'Internationale, dont on avait interdit la reconstitution, s'est reconstituée. 3e procès de l'Internationale en 1870. Enfin, c'est vous dire que la fameuse cariatide, elle remue terriblement, la situation est alarmante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, c'est une vieille ruse, hein, c'est une vieille astuce, que quand il y a des difficultés intérieures dans un pays, on va orienter l'esprit des gens du côté de la frontière. On va leur dire une question nationale qui se pose. Maintenant, chauvinisme, quoi, il faut défendre la patrie, alors que même quand la patrie attaque la première, c'est ce qui va se passer. Donc, l'Empire se dit, pour redorer ma couronne, pour rasseoir mon affirmation, je m'en vais me jeter dans une guerre qui sera une guerre facile. La Prusse est insupportable. Il y a des quantités d'années déjà qu'elle nous impatiente. Nous allons lui déclarer la guerre. Alors comprenez bien que la guerre de 1870 est avant tout une guerre de politique intérieure. Elle n'a pas été faite pour les intérêts français, qui à ce moment-là n'étaient pas menacés. Elle a été faite pour les intérêts de l'Empire. Parce qu'autour de l'empereur, tout le monde lui répétait, lui-même ne le croyait pas, remarquez, il était inquiet. Mais tout le monde lui répétait, voyons, avec la puissance de l'armée française, il n'y a pas de question, ça va être une guerre triomphale, vous allez revenir couvert de lauriers, c'est une certitude de prolongation indéfinie de votre empire. Vous savez déjà ce qui va se passer, hein. Dès le début, ça va être une catastrophe. En réalité, la mobilisation française a été misérable. Le fameux maréchal Leboeuf, qui disait que tout est prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre, enfin c'est très célèbre, n'avait rien préparé. Cette mobilisation a été un vrai désastre. On envoyait un soldat de Perpignan se faire habiller à Maubeuge, puis il devait aller en Algérie, puis il devait descendre à Strasbourg, enfin un cafouillage sans nom. Le pauvre
Napoléon III qui s'était imaginé qu'il allait faire ce que nous appellerons plus tard un blitz. Il voulait lancer l'armée française puissamment derrière Strasbourg pour couper l'Allemagne du Nord de l'Allemagne du Sud. Pas question, il n'a rien entre les mains, il a un instrument défectueux. Alors ce sont les Allemands qui vont attaquer les premiers, qui vont leur faire le blitz, et nous connaîtrons ça à une autre occasion. Alors dès le 4 août, c'était une première défaite à Wissembourg. Le 6 août, c'est 2 défaites en même temps, Frechwiller et Forbach. Et enfin, le 2 septembre, ce sera bien autre chose qu'une défaite, ça sera une catastrophe, ça sera Sedan. Toute l'armée française de Sedan, y compris son chef qui était Napoléon III, l'empereur qui était là, toute l'armée française est capturée. Et voilà l'empereur lui-même qui est aux mains de l'ennemi. Il y avait un nommé Bazaine, qui est un maréchal, qui commandait l'armée de Metz. Il y avait 170 000 hommes, l'armée n'avait pas été engagée, elle était encore intacte. Bazaine, qui était comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire insupporté par les camarades, qui trouvaient que d'autres avaient avancé plus que lui, Bazaine n'avait pas porté secours à MacMahon, qui était à la tête de l'armée qui allait s'engloutir dans Sedan. Il avait son calcul derrière la tête. Bazaine, il s'était dit, ça va mettre l'empereur dans une situation dramatique, il sera obligé de faire appel à moi, je suis le futur régent, mais il n'avait pas prévu une pareille catastrophe, à savoir que l'Empire lui-même s'écroulait à Sedan. Alors, quand les Parisiens apprennent qu'il n'y a plus d'empereur, l'empereur est entre les mains de l'ennemi, le 4 septembre 1870, il proclame de nouveau la République. C'est la 3e fois qu'il y a la République en France. Hein. Il y a la République de 92, il y a la République de 48, et maintenant nous sommes en présence de la République du 4 septembre 1870, qu'on appellera la 3e République. C'est là où je vous demande de faire bien attention, parce que ce que je vais vous raconter n'est pas du tout conforme à l'histoire officielle, l'histoire bienséante, vous savez, pour les revues grand public. Seulement ce que je vais vous dire, je peux vous affirmer que c'est bien la vérité. Alors dans quelles conditions ça s'est fait, cette proclamation de la République? Il y a un groupe de députés de Paris qui vont se précipiter à l'hôtel de ville pour dire « Nous sommes le gouvernement provisoire ». Eux-mêmes vont vous intituler gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils représentent en effet une opposition républicaine, enfin républicaine rose, vous savez, une républicaine arrangeante. Mais enfin, ils sont là, ils sont sur place, ils disent « C'est nous le gouvernement républicain ». Le grand journal L'Illustration, c'est très intéressant d'étudier la collection de l'Illustration, dira la semaine suivante, il faut rendre justice à ces gouvernants, qu'ils ont fait tout leur effort pour éviter la proclamation de la République. Pourquoi diable? Et parce que ces gens ont une peur panique de ce que les faubourgs, qui sont pleins d'internationalistes, qui sont pleins de ce qu'on appelle déjà des socialistes, que les faubourgs ne descendent sur l'hôtel de ville de Paris et ne constituent un gouvernement socialiste, un gouvernement véritablement républicain ou rouge, si vous voulez. Alors ils les prennent de vitesse, ils se précipitent à l'hôtel de ville pour occuper le pouvoir avant eux, et ils n'ont qu'une idée, ils n'ont vraiment qu'une idée, vous savez, c'est d'être un gouvernement de protection sociale. Ils vont s'intituler gouvernement de la défense nationale, et leur vrai nom serait gouvernement de la défense sociale. Tous ces gens qui sont les nouveaux gouvernants, ils ont vu aux dernières élections qui étaient de mai 69, ils ont vu se dresser contre eux, pour la première fois, une opposition à leur gauche, une opposition d'extrême gauche. Tenez, Jules Simon, par exemple, qui va faire partie de ce gouvernement dont on dira en souriant, c'est le gouvernement des Jules, puisque les 3 chefs sont Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, et qui sont coiffés par un Jules militaire qui s'appelle Jules Trochu. Tous ces Jules, aux dernières élections, ont vu les candidats de l'extrême gauche. Simon, vous dis-je, avait devant lui Jules Vallès, qui s'intitulait candidat de la misère, et un homme comme Jules Favre avait contre lui Rochefort, candidat de l'extrême gauche, et Jules Favre n'est passé au second tour qu'avec l'appui des voix de la droite. Alors, terrifiés qu'ils sont par l'idée que peut s'établir à Paris un gouvernement socialiste, ils n'ont véritablement, croyez-moi, qu'une seule pensée, c'est que la victoire allemande s'accomplisse le plus rapidement possible, afin que les troupes allemandes soient là, dans Paris, avec leurs énormes canons dans les forts qui seront braqués sur les faubourgs pour les tenir en respect et les faire tenir tranquilles. Ils vont donc, les Jules, ils vont donc crier « République », parce que la foule veut la République. Parce que la foule pense à 1792. Et vous vous rappelez, 1792, pour les Français, ça avait été non seulement la République, mais ça avait été l'envahisseur repoussé, ça a été Valmy. Alors quand les gens crient République, ils se disent, avec ce mot-là, on est sûr de vaincre. Bon, on va crier République. Mais étant bien entendu qu'on va leur donner le mot, mais pas la chose. Une République sans contenu. Ils ont du reste une chance, c'est que l'extrême gauche elle-même se rallie à eux en disant... Pour l'instant, il y a une seule préoccupation. Nous voulons chasser l'envahisseur, nous voulons repousser les Prussiens. Notre programme politique et social, plus tard, on verra plus tard. Excellent, ça, on ne peut pas désirer mieux, hein, puisque l'extrême gauche elle-même dit, pour l'instant, notre programme, il est entre parenthèses. Une seule affaire, une affaire nationale. Oui, mais Jules Favre et tous les Jules, vous savez ce qu'ils veulent.
Ils veulent que les Allemands gagnent le plus rapidement possible. Du reste, voudraient-ils se battre eux-mêmes, les Jules? Et ils n'y pensent pas. Qui ne pourraient pas le faire. Pourquoi? Parce que l'état-major de Paris, les généraux de Paris, ne veulent pour rien au monde, une victoire de la République. Ce sont tous des créatures de l'Empire, par conséquent, ils sont résolus à l'inertie la plus parfaite pour que les Allemands soient le plus rapidement possible là, devant eux, comme protecteurs. Alors voilà Jules Favre qui va se mettre à pousser de grands cris, à annoncer « Pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses, on ne donnera rien à l'ennemi et nous sommes là pour le repousser. » Et le même homme qui se tient ces discours va en tapinois, il va en catimini, trouver Bismarck qui s'est installé à Versailles et pour lui dire « Bon, on les connaît vos buts de guerre, hein, on savait ce que vous voulez. Vous voulez l'Alsace, la Lorraine. Vous voulez Strasbourg et Metz. Eh bien, c'est d'accord, on vous les donnera, hein, on vous les donnera. » Il ne faut pas que les Parisiens s'en doutent. On va présenter ça sous une forme d'armistice, mais vous pouvez être tranquille. Pourquoi est-ce que les Jules ont-ils cette facilité d'abandonner une grande partie, enfin une partie sérieuse du territoire français? Parce que ce n'est pas le problème. Parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait 2 provinces en moins? Mais ce qui est infiniment plus grave, ce qui est vraiment l'essentiel, c'est les structures économiques et sociales. Or, là, avec une république au pouvoir, une république qui pourrait être orientée du côté du socialisme, ce sont ces structures-là qui sont en cause. Par conséquent, pas d'hésitation, pas une minute d'hésitation. On amputera le territoire national pour pouvoir préserver ce que l'on appelle l'ordre établi, c'est-à-dire le vieux système voltairien que je vous rappelais il y a un instant, à savoir que le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Seulement, c'est pas commode de faire avaler ça à l'opinion, étant donné qu'on vient de crier résistance, résistance, et qu'on ne veut pas la faire, cette résistance. Alors, l'unique moyen de survie du gouvernement dit de la défense nationale, ça sera la duplicité. Ces gens vont faire croire, ils vont faire semblant de faire de la résistance, alors qu'en réalité, ils n'ont qu'une pensée, le plus vite possible, la capitulation. Vous vous rendez compte que c'est pas tellement facile, hein, c'est un jeu de voltige, hein, façon des funambules, ils marchent sur une corde raide. Alors il y aura des crises. Hein. Assez rapidement, l'extrême gauche va s'apercevoir qu'on est en train de la rouler. Blanqui, qui représente l'extrême gauche la plus rouge, Blanqui c'est l'incarcéré, c'est le type qui a fait une grande partie de sa vie en prison. Blanqui avait lancé, dès le début de septembre, un journal qui s'appelait « La patrie en danger », où il disait « Union sacrée », enfin un ralliement de tout le monde derrière ce gouvernement qui est un gouvernement de défense. Début de septembre. Mais le 15 septembre, dans son journal, Blanqui disait déjà « Le cœur se serre au soupçon d'un immense mensonge ». Et le 11 octobre, toujours dans son journal « La patrie en danger », il va dire « La question se pose de savoir si nous ne sommes pas tous en ce moment les victimes d'une abominable comédie ». Alors naturellement, il y aura des crises. Hein. Il y a une crise au début d'octobre, il y a une très grosse crise le 31 octobre, lorsque le gouvernement va dire, grâce à M. Thiers, dont je vous parlerai la prochaine fois, va dire il y a un armistice qui est possible, il y a l'intervention des neutres. Du reste, à ce moment-là, nous venons de recevoir un coup de matraque sur la tête, il y a l'armée de Bazaine à Metz qui s'est rendue, c'est 170 000 hommes en moins, il faut canner, quoi. Ah, la population de Paris ne marche pas, c'est une véritable insurrection. Enfin, ils arrivent à surnager. Les gens du gouvernement provisoire surnagent encore le 31 octobre. Ils en sont donc réduits à quoi? Ils sont donc réduits à attendre la crédibilité de la famine quand on pourra faire croire aux Français, aux Parisiens, qu'il n'y a plus moyen de résister parce qu'il n'y a plus de stock de vivres. Mais ce qui complique gravement leur situation, à ces braves Jules, c'est Gambetta. Gambetta, c'était le seul membre du gouvernement de la Défense nationale qui prenait la Défense nationale au sérieux. C'était un petit gars, c'était le plus jeune de la bande, c'était le Jeunot, il avait 32 ans, c'était un avocat borgne, vous savez, Gambetta. On l'avait envoyé en province, pas du tout pour ça, mais quand il est arrivé en province, à Tours, il s'est dit, mais il y a des ressources énormes encore en France. Et vous savez, il n'avait pas tort de penser ça, Gambetta, parce qu'il y a un monsieur beaucoup plus sérieux que lui, si je puis dire, enfin un spécialiste, qui s'appelle le général Foch, plus tard maréchal, vous savez. Foch a enseigné à l'école de guerre entre 1910 et 1912. Et dans son cours de l'école de guerre, Foch a dit, mais bien entendu, qu'il y avait moyen de gagner la guerre. On avait perdu Sedan, quoi, ça fait 100 000 hommes de moins. Mais une bataille perdue, c'est pas une guerre perdue. La France a encore des quantités d'hommes, des millions d'hommes dans ses dépôts. Si on mobilise les hommes mariés, si on supprime le remplacement militaire, on a de quoi se battre. D'autre part, il y a les usines qui vont travailler en masse. On a une artillerie considérable qui reste encore en province. On a de l'argent tant qu'on voudra. Si jamais la France veut pour de bon, se battre, il y a tout à fait moyen de renverser la situation et de obtenir la victoire. C'est l'idée de Gambetta. Bon, ce qu'il faut savoir, et ce que l'on ne dit jamais, et que je suis là pour dire, c'est que ce Gambetta va avoir contre lui une conjuration, mais quasi-totale, vous savez, quasi-totale des notables. Les notables, c'est quoi? C'est les châtelains, c'est les grands propriétaires, c'est le clergé. Ces gens-là sont terrifiés par l'idée d'une révolution populaire à Paris. Et il leur faut le plus rapidement possible cette victoire allemande qui protégera, qui couvrira l'ordre établi.
alors le malheureux Gambetta va avoir contre lui une coalition, mais forcenée, vous savez, de tous les grands possédants, où on verra les gens de l'extrême droite et de la gauche républicaine s'unir. Cette coalition qui ira de Louis Veuillot, vous savez, c'est l'ultra-clérical, à M. Renan, qui est un anticlérical, coalition qui va du comte de Falloux, qui est un clérical aussi, jusqu'à Marcellin Berthelot, le savant Marcellin Berthelot, qui était un libre penseur. Coalition qui va de l'archevêque de Rouen, qui s'appelait Monseigneur de Bonnechose, à Madame Sand, qui était la châtelaine de Nohant, enfin tous les gens bien, tous les possédants, tous les nantis, tous ceux qui s'appelaient eux-mêmes les honnêtes gens, n'ont qu'une pensée, c'est de casser les reins à cette résistance de Gambetta parce qu'elle est socialement dangereuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je viens de vous le dire, il faut essayer de traîner les choses en longueur jusqu'à la fameuse crédibilité de la famille. On en est réduit à imiter Bazaine. Sur Bazaine, je vais vous dire des choses qui sont historiques, mais que presque personne ne dit. À savoir ce que Bazaine avait osé proposer aux forces allemandes le 10 octobre 1870. Il finira par se rendre le 28 octobre. Mais le 10 octobre, Bazaine avait envoyé un collaborateur qui s'appelait le général Napoléon Boyer. Il l'avait envoyé à Bismarck avec un texte écrit que nous possédons. Et dans ce texte, le chef de l'armée française de Metz, des 170 000 hommes de Metz, disait « Je vous propose, à vous Allemands, à vous Prussiens, je vous propose de neutraliser nos 170 000 hommes. Ils ne seront plus dangereux pour vous. La guerre est finie pour nous. Mais je vous demande l'autorisation de traverser votre zone occupée pour faire marcher mes 170 000 soldats contre Paris, pour y rétablir l'ordre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces généraux, qui ont reçu de la France une armée pour la défense nationale, transforment cette armée en un instrument de guerre civile pour essayer de fracasser les Parisiens parce qu'ils sont coupables de résistance. Bismarck a dit, moi je vous fais confiance, les généraux, je sais que vous êtes des gens bien, mais vos 170 000 soldats, si vous voulez les lancer contre leurs compatriotes à Paris, c'est pas sûr qu'ils marcheront. Alors ce qu'il faut faire, disait Bismarck, si vous voulez porter un coup de massue à la résistance, c'est se rendre. Et ben, c'est ce que Bazaine va faire, et le 28 octobre 1870, il rend non seulement les 170 000 hommes, mais toutes les fortifications intactes et tout le matériel avec toutes les munitions. Cette chose, cette vérité historique, dont je vous dis qu'elle est trop peu connue, c'est exactement cette vérité-là que vont appliquer les Jules. Et ils vont essayer de faire, en traînant les choses, à faire un simulacre à un moment, une fausse sortie qu'on appellera Champigny, alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne voulaient pas de percer et que les généraux, pour un coup, à aucun prix, ne voulaient percer les lignes allemandes, vont attendre jusqu'au 28 janvier 1870, et ça y est, cette fois, on peut faire croire aux Parisiens qu'ils vont crever de faim. Jules Favre, la main sur le cœur, dit « Moi, je ne peux pas supporter l'idée que les femmes et les enfants vont mourir de faim. C'est affreux, c'est terrible, mais je suis obligé de se rendre. » Ça y est, il va se rendre. Ce qui est sinistre, c'est de voir ces gens qui plus tard diront la vérité. Plus tard diront, mais bien entendu, nous ne voulions pas nous battre. Le général Trochu, quand l'affaire sera terminée, dira, moi j'ai jamais eu une idée de stratégie. Je n'avais qu'une seule préoccupation, la voici, gagner du temps, jusqu'à ce qu'il soit possible de réunir cette Assemblée nationale, seule habilitée à statuer sur l'abandon des territoires exigés par la Prusse. Ils ont gagné, les Jules. Ils ont gagné, et un certain comte de Meffray va même publier un livre en leur honneur disant « Ils ont su triompher de la révolution communiste à Paris et ils ont acquis par là des droits à la reconnaissance de tous les honnêtes gens. » C'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mais ils avaient fait ce qu'il faut bien appeler, c'est pas de la polémique, je ne fais pas de pamphlet, quoi qu'on dise. Ils avaient fait une trahison. Si vous cherchez dans un dictionnaire, la définition de la trahison est un traître, le mandataire qui substitue sa volonté à celle du mandant. Eh bien, les mandataires leur avaient dit résistance, et eux, ils pensaient capitulation. Barrès lui-même, du reste, Maurice Barrès, vous savez, qui est un nationaliste, dans un très curieux article du journal, le journal du 20 novembre 1997, écrira noir sur blanc. Il faut dire la vérité sur les généraux de Paris en 70. Ce n'était pas la victoire qu'ils voulaient, c'était la reddition, et je lis encore, c'est du Barrès, ils ont trahi la loi nationale. Seulement, une certaine madame Edgar Quinet, vous savez, la femme de l'écrivain Edgar Quinet, avait écrit dans son journal, Journal du Siège, le 12 novembre 1870, « Si Paris s'aperçoit un jour qu'on l'a joué, le revirement sera terrible. » Eh bien, c'est ça l'origine directe de la Commune. Ce monsieur Thiers, Adolphe Thiers, qui va jouer un si grand rôle dans ce que je vais vous raconter maintenant, qui c'était?
Il n'est plus jeune, il a plus de 70 ans, en 1870. Il était né à Marseille en 1797. Ce Marseillais était un mélange, comment dirais-je, de Rastignac et de Bellamy. Vous savez, Rastignac de Balzac et Bellamy de Maupassant. Rastignac, c'est le gars de province qui a décidé qu'il mettrait Paris dans sa poche. Et Bellamy, c'est ce garçon qui, profitant de sa belle allure, va épouser la fille de sa maîtresse. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Thiers. Thiers, il est monté sur Paris pour essayer de se faire connaître comme journaliste, et puis il est devenu l'amant d'une Madame Daune, D-O-S-N-E, Madame Daune, dont le mari était très riche, qui a initié le petit Thiers à la spéculation avec les dons naturels qui étaient les siens. Je vous assure qu'il a réussi dans la spéculation, et finalement, il a épousé la fille de Madame Daune. Ben, il a fait une belle carrière, d'abord une carrière qu'on appellerait aujourd'hui gauchiste, si vous voulez, sous la Restauration. Il soutenait les réclamations de la petite bourgeoisie qui n'était pas encore contente de n'avoir pas assez à sa disposition des fameux leviers de commande. Alors il était contre Charles X, il y a les explosions de Paris que vous savez, les 3 jours qu'on appelait les 3 glorieuses en juillet 1830. Thiers est un garçon qui a un côté de lièvre, vous savez, la peur physique en lui ça existe, hein. Il a tellement, terriblement peur et tout de suite pour sa sécurité personnelle. Alors, dès que les coups de feu éclatent dans Paris, il disparaît. Il se met à l'extérieur de Paris, il attend, la situation tourne bien, et une fois que la victoire est gagnée, il reparaît. Il reparaît et il va être derrière le premier cabinet, qui est un cabinet presque uniquement bancaire, de Louis-Philippe, et bientôt, on va le voir accéder au ministère de l'Intérieur, à 37 ans, ministre de l'Intérieur, c'est pas mal, hein, et il est ministre de l'Intérieur en 1834. En 1834, il arrive 2 choses en France assez redoutables. D'abord, une grande émeute des canuts. Vous savez, des canuts, des ouvriers de la soie à Lyon, qui se sont révoltés. Et puis, il y a eu une opération presque parallèle des Républicains de Paris. Ben, lui, Thiers, était président, enfin, était ministre plutôt de l'Intérieur. Il a envoyé une dépêche qui est aujourd'hui illustre, enfin, qui est très connue, au préfet de Lyon, 17 avril, où il lui dit « Ne reculez devant aucun moyen de destruction », c'est-à-dire qu'on fera tirer le canon aussi contre les ouvriers. Et quant à Paris, c'est l'écrasement de cette pauvre petite révolte républicaine avec le cloître Saint-Méry, avec la rue Transnonain. La rue Transnonain, c'est une rue où on a fait un exemple, une leçon. C'est un mot qu'il va reprendre pour la commune, où on a massacré hommes, femmes et enfants, tout le monde, de cette rue qui était un centre révolutionnaire. Alors vous voyez qu'il était bien parti pour faire une grande carrière, et en effet, à 43 ans, le voilà président du Conseil. Nous sommes en 1840. Ça ne va pas durer longtemps. Le roi Louis-Philippe va le trouver un peu gênant parce qu'il fait des voltiges enfin, avec son sabre. Il voudrait lancer la France dans une opération militaire contre l'Angleterre. Louis-Philippe estime que c'est trop dangereux. Alors il perd sa situation de président du Conseil et pendant 7 ans, il va s'exaspérer parce que c'est Guizot qui est président du Conseil à sa place. Les années passent, enfin arrive brusquement la révolution de février 1848, révolution populaire, je vous l'ai raconté la dernière fois. Thiers, naturellement, est épouvanté. Dès qu'il y a du tumulte, il disparaît. Mais assez rapidement, il se dit que cette révolution ne tourne pas si mal. Il va y avoir les journées de juin, vous savez, où avec le canon de Cavaignac, on va faire passer pour longtemps aux ouvriers le goût des revendications en leur pratiquant une saignée assez abondante. Alors à partir de Cavaignac, quand Thiers voit que l'ordre est rétabli, il se dit mais c'est mon heure. Pourquoi ? Il y a 2 partis royalistes qui voudraient saisir le pouvoir. Mais justement, ils sont 2, ils ne s'entendent pas les royalistes. Il y a les légitimistes qui voudraient porter au trône la descendance de Charles X, les légitimistes, quoi, les carlistes, charlistes, puis il y a les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui voudraient porter au trône la descendance de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans. Alors Thiers se dit, mais il y a une jolie opération à réussir entre ces 2 groupes royalistes. Lui, il n'est pas royaliste, vous comprenez, il est thiériste. Il veut être président de la prochaine République. Et il se dit, comme la fusion entre ces 2 groupes de royalistes n'est pas prête de se faire, moi, je vais m'amener avec mon idée d'une république, naturellement une république tranquille, vous savez, une république d'honnêtes gens, une république conservatrice, et je vais dire, la république est le régime qui nous divise le moins. Il en était là dans ses calculs à l'automne 1848, lorsque soudain surgit quelqu'un qu'on n'attendait pas. Le neveu de l'empereur, ça fait un neveu incertain. On n'est pas tellement sûr que Louis Bonaparte soit réellement de la descendance du grand Bonaparte. Enfin, toujours est-il qu'à cause de son nom, il devient un personnage de premier plan. Le voilà qui est président de la République, ça exaspère un peu Thiers, mais Thiers est persuadé qu'il a affaire à un crétin, c'est le mot qu'il emploie, c'est un crétin, Louis Bonaparte. On lui donnera des femmes et de l'argent, on le tiendra pendant ses 4 ans de présidence. La Constitution prévoit qu'on ne peut pas renouveler le mandat du président de la République, donc, en 1852, au renouvellement, c'est moi, Thiers, qui serait président de la République. Vous savez ce qui va arriver? Il avait cru qu'il avait affaire à un crétin, c'était pas du tout un crétin, c'était un partenaire redoutable, et le partenaire se conduit très mal, il renverse la table, il rafle les mises, il tire ses pistolets, c'est le coup du 2 décembre, plus de République, c'est lui qui est dictateur et bientôt empereur.
Si bien que le malheureux Thiers est un homme qui va se ronger les poings pendant les 18 ans de l'Empire, en se disant, mais je suis en train de vieillir, je ne vais pas réussir, c'est-à-dire, je n'arriverai pas à ce que je voulais, c'est-à-dire à avoir la toute-puissance en France. C'est vous dire que quand la guerre de 1870 éclate, et dans les conditions où je vous ai raconté la dernière fois, c'est-à-dire une affaire de politique intérieure, et surtout quand il voit que ça tourne très mal pour l'Empire et que l'Empire disparaît dans la catastrophe de Sedan, alors vous avez devant vous un petit Thiers qui a beau avoir 74 ans, je vous assure qu'il est redressé, hein. Il est aux aguets, c'est un petit vibrion en pleine forme, c'est le moment de réussir. Alors c'est là où il s'agit de bien regarder le petit bonhomme tel qu'il a fait. D'abord que je vous le décrive, et là j'emprunterai une description à un contemporain, enfin un garçon de 21 ans, il s'appelait Élémir Bourges, romancier français que Claudel admirait beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Bourges avait un peu de talent. Mais voici ce que Bourges disait de Thiers qu'il a bien regardé. Une espèce de nain ridé, les cheveux dressés en huppe, un petit nez crochu, entre des lunettes. Ce personnage qui a l'air d'une chouette ou d'un hibou, disons plutôt que c'est une taupe au début. Pourquoi une taupe? Parce qu'il ne veut pas se mettre en avant au moment du 4 septembre. Son idée est intelligente, Dieu sait qu'il ne manque pas d'intelligence, le Thiers. Il se dit, l'équipe, là, le commando de sauvetage, les Jules, dont je vous ai parlé l'autre fois, qui se sont précipités au pouvoir pour empêcher de passer les Républicains, ils vont avoir une très sale besogne à faire, une besogne salissante. Hein. Ils vont se salir les mains. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Deux choses. Premièrement, il faut qu'ils acceptent l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'y a pas de quoi les valoriser dans l'opinion. Ce sera les gens qui ont pratiqué l'amputation territoriale de la France. Mais enfin, ils ont raison, il n'y a que ça à faire. Et deuxièmement, la plèbe parisienne est armée. Enfin, les prolétaires ont des fusils, comme ils en avaient en 1848. Et si on a fait les journées du juin, c'était précisément pour ôter leurs armes aux prolétaires. Il n'est pas convenable que des morts de faim et des fusils entre les mains. On ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire pour les structures économiques et sociales. Alors maintenant que la garde nationale est armée à Paris, un vrai scandale. La garde nationale, vous savez ce que c'était, hein? C'était une espèce de milice bourgeoise supplétive, une force supplétive. Derrière la ligne, enfin les lignards, qui étaient là pour faire tenir tranquille la canaille, il y avait cette milice bourgeoise. Naturellement, ne pouvaient entrer dans la garde nationale que des gens de bien. Et on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien, naturellement. Hein. Or voilà qu'à cause de la menace qui était dirigée sur Paris, parce qu'on voyait arriver les Allemands, le gouvernement impérial lui-même, le comte de Palikao, avait commis cette folie de dire, eh ben, j'ouvre la garde nationale à tout le monde, puisqu'il y a un sentiment patriotique à Paris, riche, pauvre, n'importe qui, soyez gardes nationaux. Le résultat, c'est qu'il y a 200 000, plus de 200 000, 250 000 environ, gardes nationaux à Paris, et sur ces 250 000, il y en a 150 000 qui sont des pauvres. Alors ces pauvres qui ont des fusils, il faut les leur enlever. Alors quand je viens de vous dire que les Jules vont avoir une sale besogne à faire, la deuxième sale besogne, la première étant l'amputation territoriale, la deuxième, c'est d'arracher par la force, il n'y aura pas moyen autrement, d'arracher par la force ces fusils aux pauvres gens, par conséquent, guerre civile. Alors Thiers se dit, les Jules, c'est des gâcheurs, c'est des goujats, c'est des pauvres types, je vais leur laisser faire le travail. Mais une fois que le travail sera fait, moi j'apparaîtrai comme le restaurateur de la France. Je suis celui qui apparaît pour remettre les choses en ordre. J'aurai pas signé le traité, j'aurai pas les mains couvertes de sang. Je serai celui autour duquel on pourra réunir une unité nationale. Telle est son idée. Il va essayer un coup pour permettre aux Jules de traiter, un armistice. Il s'est fait envoyer hors de France, c'est-à-dire bien agréable, comme ça il évitait les dangers de la guerre. Il s'est fait envoyer en Europe. Il va faire un périple qui lui conduit de Londres à Florence, de Florence à Vienne, de Vienne à Saint-Pétersbourg. Il voit toutes les cours, les chancelleries étrangères, et il a une double idée. Une idée un peu à long terme, à savoir ceci, je veux faire reconnaître à ces chancelleries étrangères qui ont peut-être peur de l'idée républicaine, leur faire reconnaître au moins de facto, vous savez la différence entre de facto et des jurés, faire reconnaître de fait, viendra ensuite la reconnaissance de droit, leur faire reconnaître de fait cette République française, je vais leur expliquer, c'est moi qui serai le prochain président de la République, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'ennui, ce sera une République très sage. Puis, deuxièmement, il veut préparer ce qu'il appelle une intervention humanitaire des neutres. Il veut s'amener à Paris en faisant croire qu'il a été chargé par les chancelleries étrangères de demander une interruption du combat. Les gens ont, paraît-il, le cœur déchiré en voyant l'effusion de sang dans Paris, ou devant Paris, et il est là pour dire l'Europe intervient. Naturellement, ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut obtenir, c'est un armistice, et cet armistice lui permettra de réunir l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale, il l'a collée d'avance, c'est les notables qui feront les élections. Les notables sont, comme lui, terrifiés par l'idée d'une révolution républicaine à Paris, et par conséquent seront tout prêts à pratiquer l'amputation territoriale. Ça ne marche pas. Pourquoi? Il est arrivé le 31 octobre à Paris, et le gouvernement, croyant bien faire,
a lancé une grosse nouvelle aux Parisiens. On leur a dit « Metz vient de tomber. Famine, il n'y a pas moyen, il faut se rendre ». Ils croyaient qu'ils jetaient de l'eau sur le feu et ils jetaient de l'huile sur le feu. Les Parisiens sont furieux en disant « Qu'est-ce que c'est que ce Bazaine qui avait semblant de résister? C'est probablement un traître, c'est un type qui vient de livrer 170 000 soldats français à la Prusse. » Si bien que le pauvre Thiers, qui arrive avec son petite histoire d'intervention humanitaire, est très mal reçu. Et je vous le disais la dernière fois, il y a eu une sorte d'émeute presque générale dans Paris et le gouvernement est arrivé par habileté et par chance à surnager. Alors qu'est-ce qui va devenir Thiers? D'abord, il se réfugie chez Bismarck, il l'avait vu déjà une première fois. Il va rester du 1er au 5 novembre chez Bismarck, qui est à Versailles, là tout près de Paris. Et il lui explique que c'est bien d'accord, c'est promis, vous savez, quand je serai au pouvoir, vous aurez l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'est absolument d'accord. Seulement, il faut attendre que les Parisiens soient convaincus qu'il y a la famine pour se rendre. Alors, pendant les mois où il va falloir attendre, qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Je vous ai raconté l'autre jour qu'il y avait une 5e colonne spontanée et gigantesque en France, c'était tous les gens de bien, enfin, tous les possédants. Je vous avais même énuméré quelques noms propres, puisque ça allait d'un archevêque à Madame Sand. Réfléchissez un peu à la chance incroyable qu'avait un homme comme Bismarck, le chancelier prussien. Quand on pense qu'il avait devant lui des collaborateurs, comme nous dirons plus tard en France, des collaborateurs admirablement placés, puisque d'une part, il avait avec lui le gouvernement français lui-même, qui faisait croire qu'il était un gouvernement de défense nationale et qui ne l'était pas. Il avait avec lui les généraux français, la plupart des généraux, il avait les généraux de Metz et il avait les généraux de Paris qui ne voulaient pas se défendre, et il avait cette 5e colonne spontanée de tous les gens de bien de France. C'était magnifique. Seulement quand Thiers était revenu de son périple européen, il est tombé sur un os, si je puis dire, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait voir. C'est-à-dire qu'à Tours, il y avait le petit Gambetta. Gambetta était là depuis 3 semaines. Gambetta qui était décidé à faire une guerre nationale et une résistance authentique, et qui en 3 semaines était parvenu, c'est pas un miracle du reste, était parvenu à mettre sur pied une armée solide, avec une puissante artillerie, une grande cavalerie. Il avait 100 à 130 000, mettons 125 000 si vous voulez, combattants sérieux. Ces combattants, il dit à Thiers, lorsque Thiers arrive pour demander le passage vers Paris, il lui dit « Je vais les lancer le 29 octobre ». Et c'est le 21, suivez-moi bien, hein. C'est le 21 octobre que Thiers est arrivé. Thiers se dit, mais s'il lance ses combattants, c'est une histoire dramatique. Pourquoi? Les Allemands n'avaient à ce moment-là, au sud de Paris, entre les troupes de Gambetta, qui étaient près de Tours et Orléans, et Paris, ils avaient 40 000 Bavarois, commandés par le général von der Thann. Impossible encore de disposer des 170 000 hommes que le prince Frédéric Charles maintenait devant Bazaine, devant Metz, tant que Metz ne serait pas rendu. Par conséquent, il y avait un écran de 40 000 hommes, pas plus, entre Orléans et Paris. Et si Gambetta lançait ses 125 000 ou 130 000 soldats contre les 40 000 Bavarois, ça y était, ils étaient bousculés et pulvérisés. Par conséquent, c'était le siège de Paris qui était obligé de se lever. C'est pas moi qui l'invente. Prenez les notes de Frédéric Charles, les notes de Schneider. Schneider, c'était l'historiographe officiel du roi Guillaume. Et les propres souvenirs de Bismarck, tous sont d'accord pour dire, dans la 2e quinzaine d'octobre, c'était une tragédie pour nous. Si Gambetta se lançait, nous perdions la guerre. Alors ça, pas question, hein. Thiers ne veut absolument pas. Parce que si jamais Gambetta enfonce les troupes allemandes, c'est Gambetta qui va devenir le grand homme. C'est lui, avec sa victoire républicaine, qui risque d'avoir la totalité du pouvoir. Et toute la pensée de M. Thiers, c'est d'avoir cette totalité du pouvoir. Alors il va faire une chose atroce, dont je suis obligé de parler en vitesse, car c'est pas réellement mon sujet, mais il faut que vous le connaissiez. Il va s'arranger avec le général d'Aurelle de Paladine. Déjà, ce nom vous indique que c'est un homme de bien. Général d'Aurelle de Paladine, qui était le chef de l'armée que Gambetta lui avait confié, et il va supplier d'Aurelle de Paladine de ne pas faire cet acte insensé du point de vue social que de donner la victoire à Gambetta. d'Aurelle de Paladine va se laisser convaincre. L'offensive doit se déclencher le 29 octobre au matin, et le 28 octobre à 20h, d'Aurelle de Paladine va envoyer un télégramme à Gambetta disant « La pluie, l'état du terrain m'empêche de lancer l'offensive ». On peut dire que les Allemands lui doivent, comme on dit, une fière chandelle, vous savez, à Thiers. Ils lui doivent, mais positivement, mais littéralement, ils lui doivent de n'avoir pas perdu la guerre qu'il pouvait perdre à ce moment-là. Alors Thiers n'a que ça à solider, vous savez maintenant, l'Assemblée, les gens de bien la réclament, le vieux général Changarnier écrit dans une lettre à Duvergier de Oran, une assemblée, elle seule peut faire la paix et nettoyer les écuries d'Augias. Et quand la capitulation va se produire, la charmante Madame Sand, on ne peut plus l'appeler la petite Sand, vous savez, c'est une vieille grosse dame à ce moment-là, elle écrit dans son journal « Je respire. Mes enfants et moi, nous nous embrassons en pleurant. Nous sommes ivres d'émotion, parce que la France a capitulé, hein, c'est une espèce de divine surprise. Gambetta, elle l'appelle un paltoquet, un pignouf, un inepte ambitieux, un infâme. Mais elle se dit mes paysans, là, dans l'Indre, puisqu'elle est châtelaine, non, hein. Les paysans, ils vont voter comme un seul homme pour la paix, c'est couru. L'Indre, écrit-elle, écoutez, c'est très beau, ça, est un des départements les plus noirs
sur la carte de l'instruction. Ça veut dire les AUL, plus d'analphabètes. Par conséquent, on est sûr de les manœuvrer comme on voudra. Le brutal bon sens des paysans est là qui va nous sauver. La masse rurale marche comme une locomotive, et le paysan, c'est le nombre. Alors effectivement, les élections ont lieu, c'est le 8 février 1871, et c'est ce qu'on peut appeler des élections bien conduites. Je vais vous lire aussi une phrase d'un rapport, c'est M. Martial Delpy, un député, qui va faire rapport là-dessus quelques années plus tard, en 1975. Et il va dire, dans la plupart des départements, les communes se rendirent en masse au scrutin et votèrent comme un seul homme. Ce que Victor Hugo, qui est en très mauvais esprit, va traduire dans un alexandrin, maires narquois traînant leurs paysans au vote. C'est vrai, on va s'arranger, enfin les châtelains et les ecclésiastiques, pour que les paysans votent bien. On a un argument énorme, enfin, on a la paix. On leur dit, si vous votez pour nous, qui sommes les candidats de la paix, vous ne verrez pas venir les Prussiens, les partageux de Paris ne vous menaceront pas. Par conséquent, votez pour nous. Alors, un résultat incroyable. Monsieur de Falloux, vous savez, le comte de Falloux, dans ses mémoires d'un royaliste, va écrire « La question de la paix vient de nous donner la chambre introuvable », allusion à la chambre de 1815. Et encore, Victor Hugo fera une plaisanterie facile, si vous voulez, la chambre introuvable est retrouvée. C'est un scrutin de miséricorde, comme disait la Revue des Deux Mondes. Alors, je voudrais vous parler de cette chambre et de sa composition. J'ai trouvé dans les mémoires de monsieur de Meaux, le vicomte de Meaux, qui est le gendre de Montalembert, une phrase admirable là-dessus. Jamais, depuis la chute de la royauté, la vieille noblesse n'avait compté autant de représentants dans une assemblée politique. Les plus grands noms reparaissaient. Maillet, Durfort, Darcourt, Gontaubiron, Mortemart, Uzès, La Rochefoucauld. Je me demande pourquoi ils se bornent là, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait des tas de ducs. Il y avait le duc de Broglie, il y avait le duc de Cazes, il y avait le duc d'Audifray-Pasquier, il y avait le marquis de Vaugueux, il y avait le marquis de Castelnau, il y avait le marquis de Breteuil, il y avait le marquis de Franlieu, il y avait le comte d'Aru, il y avait le comte de Tocqueville. Enfin, comme vous voyez, on était entre gens de bonne compagnie. Notez que la réconciliation s'est faite d'une manière absolue maintenant entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Autrefois, au début du siècle, ils s'entre-dévoraient, aristocrates méprisant les bourgeois et bourgeois furieux contre les aristocrates. Mais il y avait eu pas seulement une réconciliation, mais une fusion qui s'est opérée grâce au mariage. Très souvent, les aristocrates étaient désargentés, tandis que la grande bourgeoisie d'affaires, ça représentait de l'argent. Alors, par mariage, on prenait une fille, la bourgeoisie, on restait duc ou vicomte, mais on avait beaucoup d'argent bourgeois. Alors, on voyait des personnages comme le marquis de Breteuil, qui était en réalité la banque Fould par alliance. On voyait le duc d'Audifray-Pasquier, qui était en réalité de la banque de Casimir Périer. On voyait M. de Dampierre, qui était en réalité la banque Barthélemy. Enfin, tout ça apportait un élément de stabilité que vous pouvez mesurer. Les gens les plus compromis dans l'Empire s'effaçaient. Schneider. L'autre jour, je vous racontais que Schneider, qui était le président de l'Assemblée du corps législatif, était en même temps patron du Creusot, président du comité des forges, régent de la Banque de France et administrateur de la Société Générale. Un ancien bonapartiste à ce point ne pouvait pas s'imposer. Alors il avait mis à sa place son gendre, qui s'appelait de Séligny. Vuitry, qui avait été président du Conseil d'État sous Napoléon III, était compromis aussi. Alors il pouvait pas se mettre là. Mais il y avait le gendre. Les gendres étaient d'une grande utilité, vous savez. Alors on mettait Henri Géramin, son gendre, qui était le fondateur du Crédit Lyonnais. Enfin, c'est vous dire que ça pouvait pas aller mieux. L'armée, pourtant vaincue, et la flotte, qui n'avait rien fait, était à l'honneur. Des quantités de généraux étaient élus. Quant à la flotte, on peut dire qu'elle déferlait. Vous savez, il y avait l'amiral Fourrichon, il y avait l'amiral Potieux, il y avait l'amiral Cesset, le contre-amiral de Montaignac, le contre-amiral de Dompierre d'Ornois, sans oublier comment il s'appelait celui-là, le vice-amiral baron de la Roncière-le-Nourry. Enfin, du beau monde. Alors, M. de Broglie, dans ses mémoires, il salue cette réunion en disant « c'est la grande union des gens de bien ». Et M. de Meaux écrit « la composition de l'Assemblée dépassait l'attente des meilleurs amis de la France ». Il y avait là, sur 650 députés, 500 royalistes. Moi, les royalistes ne s'entendaient pas. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant, en 1848, ils étaient séparés en deux groupes. Il y avait d'un côté les orléanistes, qui maintenant voulaient pousser à la monarchie le duc d'Aumale ou le duc de Joinville. Et puis il y avait d'autre part les légitimistes, qui, eux, voulaient pousser au trône le duc de Bordeaux, qui s'appelait déjà Henri V. Alors Thiers reprend exactement l'idée qu'il avait mise en avant en 1848, en attendant que la fusion monarchiste se fasse sur un seul nom. Je suis là, moi je vous propose une république de transition, une république conservatrice. Sur les 650 députés, il y avait donc 500 royalistes, puis il y avait quoi? Il y avait environ 150 républicains. Mais il y en avait qui étaient des républicains dangereux. Or, la plupart des républicains très modérés, très accommodants, mais il y avait la députation de Paris.
Alors là, la députation de Paris, c'était une catastrophe. Pensez que le premier qui était arrivé en tête, c'était Louis Blanc. Louis Blanc, que les gens de province considéraient comme un communiste, enfin, c'était le socialiste de 1848, et qui arrivait en tête, avec 216 000 voix. Le numéro 2, qui? Ce forcené de Victor Hugo, qui avait si mal parlé de Napoléon III. Numéro 3, qui? Gambetta. Gambetta, le fou furieux, que les Parisiens exaltaient, mais que toute la province maudissait. Et le quatrième, qui? Garibaldi, même pas un Français. Garibaldi, l'homme qui avait insulté le pape puisqu'il avait essayé de le détrôner, du point de vue temporel bien sûr, et Garibaldi qui était venu se proposer comme général, cet étranger, au service de la France, et qui s'était très bien battu. Alors vous imaginez, la Revue des Deux Mondes, par exemple, comme elle appréciait à la députation de Paris, elle disait c'est un choix répugnant, des libellistes épileptiques, la fine fleur révolutionnaire, une députation qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre tout ce qui existe. Ce qui était rassurant, c'est le succès personnel de M. Thiers. Lamartine, dont on dit toujours en 1848, il avait réuni sur son nom près de 2 millions de suffrages et il était l'élu de 10 départements. Ben, savez-vous qu'en 1871, Thiers, puisque les candidatures multiples étaient autorisées, Thiers était l'élu de 26 départements. 26 départements en France avaient voulu de lui comme député. C'est-à-dire la situation exceptionnelle qui était la sienne. Monsieur Thiers, dit Monsieur Demeaux, doté de cette auréole qui entoure les efforts désespérés pour les causes perdues, c'est admirable, lui qui était le fossoyeur de la France, a été élu par 26 départements. Et Martial Delpy, l'homme du rapport dont je vous ai parlé, à la tribune le 8 juin dira « C'est l'homme illustre qui écrivit en 1848, à l'adresse des sauvages de ce temps-là, ce livre de la propriété, qui n'était pas seulement un beau livre, mais une bonne action. » Et la Revue des Deux Mondes commente « Monsieur Thiers rallie autour de lui tous ceux qui mettent la France au-dessus de leurs préférences de parti. » C'était jovial, dire qu'ils mettaient la France au-dessus de leurs préférences de parti, puisque vous avez vu, ces gens étaient décidés pour maintenir leurs privilèges à sacrifier les intérêts de la France. Alors lorsque Thiers est nommé par eux chef de l'exécutif, notez bien qu'on ne dira pas républicain, il n'est pas président de la République, il est chef de l'exécutif. Ça n'engage en rien pour l'avenir. Et bien lorsqu'il est nommé chef de l'exécutif, il racontera dans ses notes et souvenirs, j'avais 2 urgences devant moi. Il y avait 2 choses qu'il fallait que je fasse. Quoi? Signer la paix, d'abord, on n'a fait qu'un armistice jusqu'à présent, et deuxièmement, réduire Paris, c'est le mot qu'il va employer. Il faut réduire Paris. Notez qu'il n'est pas content Thiers, parce qu'il avait bien espéré que les Jules du gouvernement de la Défense nationale, feraient la double opération. Il pensait que ce serait eux qui présenteraient à l'Assemblée un plan de paix. Pas du tout, les Jules sont assez malins pour lui dire non, monsieur Thiers, c'est vous qui allez faire ça. Et deuxièmement, il y a toujours ces armes qui sont au pouvoir de la plèbe parisienne. Thiers s'était dit peut-être qu'avec les Allemands, on arrivera à désarmer cette garde nationale. Les Jules n'avaient pas osé, Bismarck avait refusé, en disant « Je ne veux pas risquer un homme dans Paris, j'ai gagné la guerre maintenant, débrouillez-vous, vous Français, entre vous ». Donc Thiers a les 2 urgences qu'il aurait voulu écarter, l'urgence de la paix et l'urgence de réduire Paris. La paix. En quelques minutes, je vais vous dire comment il va faire. Il va se précipiter sur Versailles, bien sûr, pour une conversation avec le chancelier. Et il y a là un point qui est très peu connu encore en histoire et que je tiens à souligner très particulièrement devant vous. C'est la fameuse question de Belfort. Il faut se rappeler qu'une conférence s'était réunie à Londres à ce moment-là même. À Londres, c'est le cabinet britannique qui en avait pris l'initiative, conférence des neutres. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, vous savez, est assez contente de voir la France abaissée, mais elle ne voulait pas que la Prusse en profitât pour un excès de puissance. C'était le fameux équilibre européen qui était compromis. Alors les Anglais disaient aux Allemands, nous sommes d'accord pour que vous preniez l'Alsace avec Strasbourg, mais on n'est pas d'accord pour que vous preniez Metz. Ça, c'est trop gros. Et dans les mémoires de Bismarck, vous pouvez lire, j'étais alarmé, très inquiet, parce que la conférence de Londres voulait me rogner ma victoire. Ajoutons qu'il était d'autant plus inquiet, Bismarck, que Guillaume, qui était maintenant Guillaume, empereur d'Allemagne depuis le 22 janvier 1871, Guillaume était inquiet et disait « Il ne faut pas mettre l'Europe contre nous, tout de même c'est dangereux d'avoir les Anglais contre nous ». Or, Bismarck voulait avoir Metz. Eh bien, c'est Thiers, vous entendez, c'est Thiers qui va lui donner. D'abord, Bismarck a joué admirablement. Il y avait une citadelle en France qui ne s'était pas rendue. C'était Belfort, en effet. Belfort avait résisté avec le fameux colonel d'Enfer Rochereau. Notez cependant que si les Allemands avaient voulu lancer une opération décisive contre Belfort, ils l'auraient eu. Mais ils n'ont jamais lancé l'opération. Pourquoi? Parce que Belfort ne faisait pas partie de leur but de guerre. Ils voulaient Strasbourg, ils voulaient Metz. Belfort, tant pis. Le 13 février, vous me suivez, 13 février, alors que l'armistice a été conclu le 28 janvier, le 13 février, le gouvernement français donne l'ordre au colonel d'Enfer Rochereau, qui résistait toujours à Belfort, donne l'ordre de se rendre. C'est les Allemands qui ont exigé ça.
Pourquoi? Est-ce que parce que tout à coup, ils ont envie de Belfort? Pas du tout. Ils veulent le prendre comme monnaie d'échange. Ils voient la conférence de Londres qui dit « Oh, ces Allemands sont tout de même un peu voraces, enfin, ils veulent des quantités de choses. » Alors Bismarck va jouer d'une apparente modération et va dire « Écoutez, j'ai pris Belfort, eh bien je vous le rends. Je le rends pour montrer à quel point je ne suis pas l'homme avide que vous croyez. Mes convoitises se limitent à Strasbourg et à Metz. Je rends Belfort, mais alors ne m'ennuyez plus avec Metz. » Et Thiers, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Thiers est très inquiet aussi de l'intervention de Londres, parce que ça va mettre le chancelier Bismarck hors de lui, et Thiers a besoin de Bismarck pour réduire Paris. Alors, Thiers, contrairement à tous les intérêts français, étant donné que l'intérêt de la France, c'est d'agir dans la direction de Londres, c'est de s'appuyer sur cette intervention de Londres qui nous permettrait de garder Metz, qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Il va les prendre de court, il va leur couper l'herbe sous les pieds, comme on dit dans un vocabulaire d'aujourd'hui. Il va court-circuiter les Anglais, et il va dire au chancelier par écrit « C'est d'accord, je vous donne Metz ». Les Anglais ne peuvent pas être, comme on dit, plus royalistes que le roi, ils ne peuvent pas être plus français que les Français, puisque les Français ont cédé, puisqu'ils ont dit « C'est d'accord pour Metz », on n'y peut plus rien. Donc Thiers a rendu ce magnifique et second service à Bismarck de lui avoir préservé la garde de Metz. Il reste à avoir la rectification, vous savez, ça sera très facile. Metz sait très bien, Thiers sait très bien que l'Assemblée est toute prête à agir. Il y a des phrases extraordinaires là-dessus de monsieur Vicomte de Meaux, vous savez, ce gendre de Montalembert qui m'amuse beaucoup parce qu'il a ou une inconscience ou un cynisme admirable. Il écrit « Par une aspiration qui l'honorait, le pays avait confié la tâche de conclure la paix à ceux qui avaient le mieux soutenu la défense. » Ceux qui avaient le mieux soutenu la défense, c'était précisément ces royalistes qui avaient passé leur temps à casser les reins à la résistance. Et Favre va écrire dans son récit de 1875 « Tous étaient fermement résolus aux sacrifices les plus pénibles pour sauver la patrie. » Mais non, pas pour sauver la patrie, pour sauver leurs intérêts. Si bien que Thiers va prononcer un discours facile, ça va être le 1er mars, il va jouer du pathétique, il va dire qu'il est foudroyé, qu'il arrive là avec des larmes dans la voix, qu'il est obligé de reconnaître qu'on doit rendre Metz et Strasbourg à l'Allemagne, que les Allemands sont les plus forts, qu'après tout, on aurait peut-être pu garder Metz, vous savez, on aurait peut-être pu. Si on avait signé tout de suite après Sedan, ils n'auraient pas exigé Metz. C'est un mensonge, les Allemands le voulaient dès le départ. Mais si on est obligé de rendre Metz, c'est à cause de la résistance, c'est à cause de Gambetta. Les Allemands ont été obligés de dépenser de l'argent et des hommes à cause de cette folle résistance de Gambetta qu'il appelle un fou furieux, dit-il Thiers, un fou furieux de Gambetta. C'est lui qui nous a fait perdre Metz. Il y a un incident fâcheux, c'est les députés de la Lorraine. Ils sont 30, dirigés par un monsieur Keller, et qui sont là, qui montent à la tribune en disant « Ma foi, vous n'allez pas nous abandonner comme ça. Tout de même, le droit des champs, ça existe. On est français. Il y a une partie d'entre nous qui parle allemand, mais on est français de cœur. On veut rester français. » Thiers est embêté, il se dit ça, c'est le moment dangereux. Alors il va intervenir pathétiquement, il va dire, écoutez, il faut être sérieux. C'est le mot qui va se risquer à employer. Il faut être sérieux. Ça, c'est des protestations sentimentales. Est-ce que vous voulez que la guerre continue ou pas? Tout le monde crie, non, non, on ne veut pas que la guerre continue. Bon, alors, messieurs de l'Alsace-Lorraine, au revoir et soyez tranquilles. Thiers dira plus tard, c'est un discours du 8 juin, une chose sur laquelle je tiens à finir, parce qu'elle est assez extraordinaire. Thiers va dire aux députés, il va leur montrer ce qu'ils ont fait, mais d'accord avec lui. Écoutez bien ça, Rappelez-vous la situation que nous avions alors, le 1er mars, lorsqu'on a signé les préliminaires de paix. Rappelez-vous vos pensées. Quelle idée vous a dominé? Quelle idée a dicté vos votes dans ce moment si grave? Vous n'avez songé qu'à une seule chose, enlever la France à de certaines gens. Oui, vous n'avez voulu qu'une chose, vous n'avez pensé qu'à une chose, ôter la France des mains de certains prétendus républicains. Il y avait des hommes de la subversion. Est-ce que c'est clair, cette phrase-là? Moi, je la trouve limpide. Elle est limpide au maximum. Non seulement l'organisation, mais l'acceptation de la défaite a été l'œuvre, en 1870-71, des notables inquiets pour leurs privilèges et prêts à tout pour préserver la sécurité de leurs profits. L'Assemblée nationale s'est donc réunie à Bordeaux, le 13 février 1871. Et pendant que ceux qui s'intitulent eux-mêmes les honnêtes gens procèdent à Bordeaux au dépeçage de la France, qu'est-ce qui se passait à Paris? Vous vous rappelez, à la fin de mon premier exposé, je crois que je vous ai cité une phrase de Madame Edgar Quinet, qui est une femme tranquille, et M. Edgar Quinet n'est pas un révolutionnaire, et laquelle disait « Si jamais Paris s'aperçoit qu'on l'a joué, le renversement, le revirement sera terrible. » Et bien Paris commence à s'apercevoir en effet qu'on l'a joué. Il faut regarder les documents du temps, les correspondances, enfin les mémoires.
Prenez par exemple Goncourt. Edmond de Goncourt, Dieu sait que c'est un bourgeois et un conservateur. Néanmoins, on voit que Goncourt a été écœuré de ce que l'on a appelé la Convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre le 28 janvier 1871. On appelait ça une convention d'armistice et c'était une capitulation. C'est pourquoi Goncourt dit « c'est du jésuitisme, ces gouvernants sont de sinistres fourbes ». Et en effet, Trochu, le général Trochu, chargé de la défense de Paris, plus tard, en 1896, l'année de sa mort, lorsque ses mémoires paraîtront, dira en riant « la convention d'armistice, c'était notre euphémisme gouvernemental ». Alors, mensonge de l'armistice, capitulation. Mensonge de la famine. Je vous ai expliqué comment les Jules avaient fait, imitant Bazaine. Bazaine avait dû attendre la crédibilité de la famine pour expliquer aux Messins que nous allions nous rendre. Et bien, de même, pour expliquer aux Parisiens qu'on va capituler devant les Prussiens, on a dit il n'y a plus de stock. Or, ce n'était pas vrai. Et les gens vont s'en apercevoir tout de suite, étant donné qu'on avait décidé qu'il n'y aurait pas de rationnement, ce qui était une chose monstrueuse. Le rationnement va s'opérer de lui-même. La Revue des Deux Mondes avait dit « Mais c'est un rationnement qui se fera simplement par le renchérissement ». Remarquez que c'était admirable. Ça veut dire ceux qui ont de l'argent ne s'apercevront de rien, ceux qui n'en ont pas, ben, ils se priveront, alors il y aura du rationnement. Si bien que les grossistes, enfin les épiciers en gros, ils avaient entassé les stocks de pommes de terre, de haricots, etc., mais ils ne les livraient qu'au compte-gouttes, c'est-à-dire aux gens qui payaient très cher. Et quand on a vu l'armistice qui était annoncé, alors, la chute des prix s'est produite, c'est pourquoi les carreaux des Halles ont été littéralement envahis de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre et des haricots secs, parce qu'on les avait cachés et que maintenant, il fallait les vendre n'importe comment. Alors, ça avait été une indignation, on nous a dit, on nous a menti. C'était le deuxième mensonge. Un premier mensonge de la convention d'armistice égale capitulation. Deuxième mensonge, famine qui n'est pas une famine. Troisième mensonge, la défense. Vous vous rappelez Blanqui, quand il disait depuis le 11 octobre, j'ai peur que nous soyons en présence d'une abominable comédie. C'était exactement ça. Les gens avaient compris maintenant qu'il s'agissait d'une comédie. Et quand on leur avait fait croire qu'on avait fait une sortie à Champigny, et qu'ils savaient, dès maintenant ils le savaient, qu'on n'avait même pas donné aux soldats un équipement pour passer la nuit dehors, pas de ravitaillement, parce que déjà les généraux avaient décidé qu'il n'y aurait pas de percée. Et quand en outre on s'apercevait, car on le savait maintenant, qu'il y avait moyen de percer, tous les observateurs neutres étaient d'accord. Pensez donc qu'il y avait Paris avec sa position centrale, il y avait une supériorité numérique de Paris écrasante, environ 500 000 combattants à Paris et 175 000 Allemands. Il y avait les lignes allemandes circulaires qui s'étendaient sur 85 km, vous m'entendez, 85 km, avec 175 000 hommes au maximum, si bien que nulle part ces lignes n'avaient de profondeur, et que si on eût lancé sur n'importe quel point une réelle offensive, on la faisait, la percée. Quand les Parisiens ont compris que les généraux ne voulaient pas faire la percée, vous imaginez leur réaction. Le général Leflot, qui est le ministre de la guerre du gouvernement de la défense nationale, dira dans sa déposition devant la commission d'enquête, les opérations militaires avaient laissé à la population une impression extrêmement pénible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, il y avait le comportement des officiers. Ça, c'est encore dans Goncourt, c'est le journal de Goncourt où j'ai trouvé ça. Écœurant spectacle, dit-il, de voir ces officiers gandins qui garnissent les tables et les cafés sur les boulevards, le verbe haut, l'air insolent, et quand ils ont assez consommé, ils paradent sur l'asphalte avec leurs cannes achetées le matin même. C'est hideux, disait-il. Or, c'étaient les officiers de la défaite et qui étaient ravis de la défaite. Il y avait une autre espérance trompée. Lorsque les Parisiens avaient crié « La République, vive la République », c'était en 92, ils avaient pensé deux choses. La République de 92, je vous le disais, c'était l'envahisseur repoussé, c'était Valmy. Mais la République 92, c'était aussi la libération des esclaves, c'était un peu plus de liberté. Quelque chose qui changerait dans la condition ouvrière. Eh bien, rien n'avait changé. Et au contraire, elle s'était accrue, dans le mauvais sens. Pensez que durant le siège, tout de même, il y avait les usines d'armement qui tournaient, parce que c'est quand les gens qui n'étaient pas mobilisés pouvaient vivre, parce qu'ils travaillaient dans l'usine d'armement, mais stop, tout de suite, dès que l'armistice est intervenu, il n'y a plus d'usine d'armement. Parce que c'est quand, comment survivent-ils, ces Parisiens, alors qu'il y a une quantité d'ateliers qui sont fermés, qu'il y a un lockout patronal général, qu'il y a beaucoup de patrons qui ont dit on va fermer les ateliers parce qu'avec cette plèbe déchaînée, qu'il y a des fusions, on ne sait pas ce que ça peut donner, nous on peut supporter un manque à gagner, alors laissons la manufacture fermée. Alors, comment vivent-ils? Ben, ils vivent avec la solde des gardes nationaux. Je vous ai dit qu'ils étaient environ 250 000, les gardes nationaux. Là-dessus, il y en avait plus de 200 000 qui étaient de pauvres gens. On leur allouait 30 sous par jour, plus 75 centimes pour la femme, plus 25 centimes par enfant. 30 sous par jour, ça faisait à peu près 2,50 francs, quoi, s'ils avaient des gosses. Vous savez qu'à ce moment-là, le salaire moyen de l'ouvrier était 5 francs. Parce que c'est quand ces types n'auraient désiré qu'une seule chose, c'était reprendre du travail, parce que c'était un peu supérieur aux 30 sous qu'on leur allouait. Mais ces 30 sous, c'était vital pour eux.
C'était la même chose qui s'était passé au moment des ateliers nationaux de 1848. Là aussi, un très vaste lockout patronal dans Paris. Des quantités d'ateliers fermés. Les ateliers nationaux vivaient avec 30 sous aussi. Alors, quand on avait voulu obtenir une insurrection, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était M. de Falloux qui avait fait ça avec son ami Montalembert. On avait décidé que du jour au lendemain, fermeture des ateliers nationaux. C'est-à-dire que ces types qui survivaient avec 30 sous n'avaient plus rien. Alors, ils étaient descendus dans la rue, ils avaient fait les barricades et c'était tout ce qu'on attendait pour les mitrailler. De même, maintenant, c'est pourquoi beaucoup de contemporains vont faire une comparaison entre ateliers nationaux et garde nationale. Ils vont dire, c'est la situation de 1848 qui recommence. Nous avons ces entretenus, c'est un mot admirable, hein, les entretenus, les gardes nationaux qui vivent avec leurs 30 sous. Eh bien oui, c'est des gens qui avaient voulu vivre en travaillant, vous savez. C'est une vieille formule révolutionnaire, hein, vivre en travaillant ou mourir en combattant. C'est ce qu'ils avaient dit en 48. Et ils ne pouvaient même pas vivre en travaillant parce qu'on ne donnait pas de travail. Les socialistes, ouais, c'est vrai, les socialistes avaient agi à Paris. Qu'est-ce qu'ils étaient? Oh, ils n'étaient pas nombreux. Et quand je dis les socialistes, je devrais plutôt vous dire l'extrême gauche, car ils sont divisés. Il y a ceux qui s'appellent les socialistes proprement dit, je vous en parlerai au moment de la composition de la commune, puis ceux qui sont simplement des républicains rouges, des républicains très avancés. Et bien, dès que le siège avait commencé, en septembre, les extrémistes, disons si vous voulez un seul mot, les extrémistes, avaient organisé dans chaque mairie un comité. Ils appelaient ça comité de vigilance et de défense. De vigilance politique et sociale et de défense nationale. Ces comités avaient fait ce qu'ils avaient pu pour essayer de soutenir cette résistance qui n'existait pas, mais peu à peu, ils avaient décru. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus à eux. Ils avaient fait, c'est vrai, ils avaient fait le 31 octobre, vous vous rappelez, quand le gouvernement a failli tomber, mais peu à peu, de mois en mois, les gens étant là, étant fourbus, étant fatigués, ne mangeant pas, les gens n'allaient plus aux réunions des comités. Alors, le 6 janvier 1871, les extrémistes avaient tenté un appel au peuple. Ils avaient fait une affiche qu'on appellera l'affiche rouge, qui est devenue célèbre. Il y avait 110 noms, que nous retrouvons presque tous au moment de la commune proprement dite. Et ça disait quoi l'affiche? Ça disait Parisien. Enfin, vous voyez bien, ouvrez les yeux. Vous apercevez bien que vous êtes trahis. Le gouvernement ne fait pas son métier. Il ne fait ni un métier républicain, ni un métier de défense nationale. Alors, place au peuple, place à la commune. C'est la première fois que ce mot de commune éclatait. Oh, il avait déjà été prononcé, ou du moins murmuré à plusieurs reprises. Lorsqu'il y avait eu des manifestations de gardes nationaux de gauche au début d'octobre 1871, lorsque le 31 octobre, il y avait eu cette émeute où le gouvernement a failli sombrer, le mot de commune avait été prononcé. Qu'est-ce que ça signifiait pour les gens? Qu'est-ce que ça voulait dire, commune? Ça voulait dire pas autre chose qu'une municipalité. À Paris, il n'y avait pas de municipalité. Les villes de province en avaient, mais tous les régimes, quels qu'ils fussent, avaient interdit une municipalité à Paris parce que c'était un danger. Pourquoi? Parce qu'une municipalité s'est élue, parce que la Chambre des députés s'est élue aussi. Par conséquent, il y aurait deux organismes face à face et rivaux, tous les deux issus du suffrage universel. Alors, Paris étant toujours dangereux, on avait décidé que la ville de Paris n'aurait jamais de municipalité à elle. C'est ce que voulaient les gens. Ils voulaient une municipalité parisienne et quand ils criaient commune, soyez sûr qu'ils avaient dans l'oreille ou dans la mémoire le souvenir de 92, puisque vous vous rappelez bien que le 10 août 92, c'était une commune insurrectionnelle qui avait renversé le roi et qui avait fondé la République. Ça n'avait pas eu beaucoup d'écho, vous savez. Ah non, pas du tout. Cette affiche rouge du 6 janvier, ça n'a presque rien donné, puisque quand ils vont essayer de passer à l'action, les malheureux extrémistes, le 22 janvier, lorsqu'avec des fusils, ils vont essayer de s'avancer vers l'hôtel de ville, ils seront à peine quelques centaines. Les soldats qui sont là, qui sont du reste des mobiles bretons, et qui sont cachés derrière toutes les fenêtres de l'hôtel de ville, vont ouvrir le feu, on fera un carnage. Enfin, c'est loupé. Ils sont, ces socialistes, sans le savoir peut-être, exactement dans la ligne de Robespierre. Je voudrais vous citer là une phrase de Robespierre qui est trop peu connue, qui date de 1788, c'est-à-dire au moment où c'est pas encore la Révolution, mais où elle se prépare par les États généraux. Il était candidat aux États généraux, Robespierre, et il avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract, dans lequel il y avait une phrase très extraordinaire, que je crois savoir par cœur. Et la voici, cette phrase. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Vous avez entendu, hein? Réfléchir aux causes de sa misère. Qu'est-ce qu'il leur disait aux pauvres Jean Robespierre? Il leur disait, vous êtes dans une condition d'exploité. Vous êtes les victimes d'un certain système. Mais ouvrez les yeux. Réfléchissez aux causes de votre misère pour les guérir. Réfléchissez aussi aux droits que vous avez, que la nature vous a donnés, que tout homme possède. Voilà ce qu'il avait essayé de faire. Et c'est ce qu'essayaient aussi de faire les socialistes de 70-71. Seulement, dans l'ensemble, beaucoup de gens ne s'en rendaient pas compte.
Les gens étaient en effet des victimes, mais ils ne se doutaient pas eux-mêmes qu'ils étaient comme la cariatide sur le dos de laquelle, cariatide est un mot de Victor Hugo, sur le dos de laquelle s'organisait le festin des nantis. Ben, vous savez, c'était difficile de faire entrer ça dans la tête de ces gens qui étaient, hélas, presque tous des bêtes de somme, qui ne réfléchissaient pas, qui ne pensaient en effet uniquement qu'à survivre, enfin leur 30 sous, le moyen d'élever les gosses. Et les socialistes n'avaient guère d'audience. Heureusement ou malheureusement, comme vous voudrez, les événements vont leur donner une force nouvelle. La garde nationale, c'était donc à peu près la totalité de la population mâle de Paris en état de porter les armes, et donc une immense majorité de prolétaires. La garde nationale s'était bien aperçue pendant le siège qu'elle était détestée par les pouvoirs publics. Mais détestée, vous savez. Précisément pourquoi? Parce que c'était les pauvres qui avaient les fusils. Alors on avait vu le gouvernement refuser de les laisser faire cette sortie qui ne demandait qu'à faire. Ces gens-là voulaient se battre. L'armée ne voulait pas se battre, mais eux voulaient se battre. Et on passait son temps à les calomnier. Le gouvernement des Jules avait mis à la tête de la garde nationale un certain général Clément Thomas, dont je vous demande de garder le nom en mémoire. Général Clément Thomas, qui avait passé son temps à essayer de calomnier les bataillons les plus hardis de la garde nationale, tous ceux qui représentaient les bataillons faubouriens. Il les avait persécutés. Il avait révoqué des tas de chefs de bataillon, tous ceux qui représentaient un danger social. Et quand on avait enfin lancé la garde nationale à l'assaut à Buzenval le 19 janvier, on ne l'avait fait que dans l'intention de pratiquer une saignée sur elle. Trochu et le général Ducrot surtout, dans leur mémoire, ne cacheront pas que l'opération n'était en aucune manière une tentative de percer des lignes allemandes. Simplement, on voulait essayer de faire massacrer ces gardes nationaux le plus possible pour les calmer. Alors ils s'en étaient rendus compte, les gars, si bien qu'ils avaient décidé de se fédérer. Ça sera les fameux fédérés de la commune. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Et je voudrais vous indiquer quelque chose dont je ne crois pas qu'eux-mêmes eussent conscience. C'était des bataillons. Des bataillons qui étaient dirigés par un commandant suprême. Ce commandant suprême s'était appelé jusqu'au 3 mars Clément Thomas. Bon. Ben, ces bataillons avaient décidé de former une unité, une fédération. Ils avaient décidé que dorénavant, ils étaient indépendants, qu'ils choisiraient eux-mêmes leur chef, y compris leur commandement suprême. Fédération, ça vous rappelle 1790, n'est-ce pas? Ben, 1790, on nous a appris, et Michelet, Dieu sait s'il a brodé là autour, 1790, 14 juillet 90, c'était la Fédération française, c'est-à-dire, paraît-il, la première fois qu'un sentiment national venait éclore en France. Ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui ce que fut la Fédération du 14 juillet 1790. La garde nationale d'alors, la garde nationale qui était composée uniquement de possédants, avait pratiqué ce jour-là, le 14 juillet 1790, son premier grand congrès. Congrès national de la bourgeoisie armée, qui était là avec ses canons et avec ses fusils pour dire aux petites gens, ceux qu'on appelait les citoyens passifs, ceux qui n'avaient pas le droit de vote, pour dire aux petites gens, nous sommes les plus forts, hein, ne bougez pas. Vous voyez que nous avons les armes entre nos mains. Nous avons, nous, des fusils, nous avons, nous, des canons. Vous n'avez rien, ne bougez pas. La fédération, c'était, je vous le répète, le congrès national armé de la bourgeoisie. Robespierre l'avait bien compris. Robespierre qui est un esprit extraordinairement lucide, à qui on n'a pas encore assez rendu hommage. Robespierre avait écrit ceci, je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez diviser, je cite, c'est une phrase très importante, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'était ça la garde nationale. Eh bien la fédération de 1871, la fédération de la garde nationale, c'était une riposte, sans savoir qu'elle était une riposte des petits, une riposte des opprimés à la fédération des gros. Quand Vallès dédiera son livre L'insurgie à la fédération des misères, fédération des douleurs, comme il dira, c'est de la littérature si vous voulez, ça représentait tout de même une réalité. Pour la première fois, les petites gens se fédéraient, les petites gens se groupaient, les petites gens faisaient bloc, faisaient unité, pour essayer de se défendre, pour essayer de résister. Ils voyaient très bien que l'Assemblée n'avait qu'une idée, c'était d'étrangler la République. Ils savaient comment elle était composée, l'Assemblée, avec cette immense majorité de royalistes. Ils savaient qu'on allait préparer, comme dira l'un d'entre eux, le troisième cadavre de la République. Alors avec leur fédération de la garde nationale, ils se constituaient les sentinelles de la République. La tension avait été extrême dans Paris à la fin de février. Déjà, on avait décidé à la garde nationale de mettre un comité central, 35 gars qui sont là, qui représenteront les bataillons. Il y avait 240 bataillons, il y en avait 215 qui s'étaient fédérés, donc les autres qui restaient, c'est ceux qui n'avaient pas voulu marcher dans la fédération et qui représentaient les quartiers bourgeois. Mais vous voyez l'énorme majorité, hein, 215 sur 240. Ils avaient décidé qu'ils refusaient celui qu'on voulait mettre à la tête et qui était qui? Le général Dorel de Paladine. Ils ne savaient pas, ce que nous savons aujourd'hui, que Dorel de Paladine avait trahi Gambetta.
Il avait trahi la résistance, mais il savait que Dorel de Paladine était un ancien bonapartiste, était même un ancien sénateur de l'Empire, et il n'acceptait pas d'être commandé par un général pareil. Alors ils avaient déclaré, non, non, nous n'acceptons pas ce commandement en chef. C'était évidemment une rébellion, quoi, un refus d'obéissance. Et ils avaient même décidé qu'ils appelleraient à leur tête, du moins d'une manière honorifique, Garibaldi. Garibaldi que l'Assemblée avait refusé. Bon, elle avait refusé de l'admettre, je veux bien, il n'était pas français, elle l'avait appelé Métèque. C'était un général qui s'était mis au service de la France. Alors les gardes nationaux avaient dit, mais nous acclamons, nous, comme chef Garibaldi. Il ne viendra pas, remarquer. Le 28 mars, il leur enverra une lettre en disant, écoutez, non, je suis italien, je ne me vois pas chef de la garde nationale parisienne. Et il leur avait dit d'autres choses que je vous citerai plus tard. Enfin, toujours est-il qu'ils refusaient le chef qu'on leur imposait. Et même le 3 mars, ils vont déclarer, si jamais le gouvernement essaye par la force de nous enlever nos fusils, nous répondons nous aussi par la force. Vous voyez que la tension était très grande. Mais c'était surtout le 26 février que ça avait été une journée dramatique. Pourquoi donc? La convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre expirait ce 26 février. Ça voulait dire que les Allemands se croyaient en droit de reprendre les hostilités, de recommencer le bombardement de Paris, si on ne signait pas quelque chose qui remplacerait la convention d'armistice et qui sont ces préliminaires de paix que je vous ai racontés la dernière fois. Toute la journée du 26 février, c'est une agitation fiévreuse dans Paris. Le 24 février, l'avant-veille, le 24 février, c'était la commémoration du 24 février 1848, c'est-à-dire la première résurrection de la République. Alors on avait vu ce jour-là, ce 24 février, sur la place de la Bastille, autour de la colonne de Juillet, vous savez, cette colonne surmontée d'une espèce d'ange libérateur, on avait vu des flots de gens, des quantités de gardes nationaux en armes, et même des soldats, qui étaient venus là apporter des immortels rouges, enfin des bouquets, au pied de la statue de la Bastille qui représentait leur espoir républicain. 24. Le 25, encore plus de monde. Le 26, un monde fou parce qu'on se dit, mais l'armistice n'est pas prolongé, c'est ce soir que les Allemands vont entrer. J'ajoute, parce que je veux être loyal et que je veux tout vous dire, même ce qui m'est désagréable. La foule, une fois que la foule est réunie, lorsque la foule est excitée, et s'il y a une première violence, la violence se déchaîne, contagion. Là, il y avait là un agent de police en civil d'un Corse, il s'appelait Vincent Zini. Vincent Zini était envoyé par le préfecteur de police pour prendre des notes. Et sur un petit calepin, il marquait le numéro des bataillons des soldats qui osaient participer à un défilé républicain. On l'a repéré, on s'est jeté sur lui. Ça a été assez épouvantable. On a commencé par l'écharper, puis on l'a jeté dans l'eau, dans le canal Saint-Martin. Le pauvre type essayait de nager, alors on lui a lancé des briques, on lui a lancé des coups de gaffe d'acier. Il s'est accroché à un bateau. Des types se sont avancés sur lui pour lui maintenir la tête sous l'eau. Enfin, on a tué dans des conditions affreuses parce qu'ils étaient 100 contre 1, ce malheureux type. À la fin de la soirée, on ne savait toujours pas si l'armistice était prolongé. 200, 300 000, 400 000 bons hommes montent dans la direction des Champs-Élysées, puisque si les Allemands viennent, ils arriveront du côté de Versailles. Et bien, par bonheur, on va apprendre que ça y est tout de même, que l'armistice a été décidé, et que les Allemands entreront le 1er mars, c'est-à-dire 4 jours plus tard, le 1er mars, pour un défilé symbolique, qui s'arrêtera juste aux Champs-Élysées. Remarquez que Thiers avait eu une astuce incroyable. Thiers est un homme de ressources. Hein. Vous avez vu ce qu'il avait fait au moment de Belfort. Que c'est grâce à Thiers, que Bismarck avait pu garder Metz. Alors Thiers va user d'une double astuce. Premièrement, il va faire savoir à l'opinion publique, vous savez, si on a gardé Belfort, c'est à cause de moi, où je me suis battu avec les chanceliers. Ils voulaient absolument garder Belfort, j'ai usé de la menace, j'ai usé des sanglots, enfin vous l'avez. Et deuxièmement, pour faire tenir tranquille les Parisiens, il leur dit, savez-vous ce qui s'est passé? Ben voilà, les Allemands voulaient absolument entrer dans Paris. Et ils m'avaient mis le marché en main, le couteau sous la gorge. Ils m'avaient dit, si vous vous opposez à notre entrée dans Paris, nous gardons Metz, nous gardons Bréfort. Alors vous comprenez bien que, afin de garder la grande citadelle de Belfort, l'héroïque citadelle de Belfort au territoire national, j'ai été obligé d'accepter l'entrée des Prussiens dans Paris. Les Parisiens vont se dire, bon, on ne peut pas hésiter nous-mêmes, enfin, puisque ça nous permet de garder Belfort, alors on ne bougera pas. Les Prussiens vont entrer le 1er mars et je dois vous dire que Paris s'est conduit là d'une manière noble. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que les livres d'histoire nous disent sur ce qui s'était passé lors de l'entrée des Alliés, les Cosaques surtout, dans Paris en 1815. Ça avait été des scènes hideuses, vous savez. Quand ils étaient entrés dans les quartiers populaires, ça n'avait pas bougé. Mais quand ils étaient arrivés dans les quartiers riches, sur les grands boulevards, ça avait été des ovations. Les femmes du monde montaient en croupe sur les chevaux des Cosaques, puis c'était les libérateurs, ces étrangers qui venaient ramener le roi, vous pensez. Eh bien, rien de semblable. Le 1er mars 1871, quand cependant, les Allemands entrent par les beaux quartiers de Paris, ils entrent par Neuilly, ils entrent par le 16e, ils entrent par le 8e arrondissement, ils entrent par les Champs-Élysées, tout le monde a fermé les fenêtres, toutes les boutiques sont fermées, ils entrent dans un silence de mort. À partir du 1er mars, ça se calme dans Paris.
La tension avait été extrême, il y a une espèce de retombée, enfin les choses vont, semble-t-il, de mieux en mieux. Mais ça ne fait pas l'affaire des manœuvriers de Versailles. L'Assemblée va maintenant se réunir, l'Assemblée qui était à Bordeaux va se réunir à partir du 20 mars à Versailles, et ces gens veulent absolument, absolument, vous m'entendez, se venger de Paris. Il y a une détestation de Paris chez les honnêtes gens, puisque c'est un mot que j'emploie souvent, mais c'est ainsi qu'il se désigne. Chez les notables de province, détestation dont je dois vous apporter quelques preuves. M. Paul Leroy-Beaulieu, dans la Revue des Deux Mondes du 15 mars 71, un article intitulé « La province pendant la guerre » va écrire « Depuis 20 ans, les provinciaux, il veut dire les notables de province, s'étaient promis de ne jamais plus autoriser un renouvellement de 1848. Et ils le disaient bien haut. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas accepter que Paris impose à la province une république nouvelle, et ils attendaient pour un terme proche la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance? Ça veut dire la capitulation. M. de Belcastel va dire « Nous ne voulons pas recevoir tous les 15 jours une révolution par télégraphe ». Voilà encore un bien plus bel article. Idée du Nouvelliste de Versailles, journal allemand, enfin de l'occupation allemande, mais journal de langue française, du 24 octobre 1870. Les Parisiens ont sans cesse usurpé la domination sur les Français, sur les véritables Français. Qu'ils se lèvent, ceux-là, qu'ils défendent leur liberté contre une capitale abusive pour lui déclarer qu'ils n'entendent plus se laisser exploiter par elle. Et M. Demeaux va dire, à Paris du reste, M. le baron Haussmann a mal organisé les choses. Et il le dit avec un tel cynisme qu'il faut que je vous donne le document. D'un côté, la ville de la jouissance, de l'autre, la ville du travail, en serrant la première et la menaçant. Et Louis Veuillot aura la formule finale, Paris, c'est le cancer de la France et c'est le scandale du monde. Alors même s'il y a des gens à l'Assemblée, il y en a quelques-uns, qui voudraient qu'on ne se vengeât pas de Paris, enfin qu'on s'arrangeât, qu'on trouvât un moyen. La majorité ne veut pas, la majorité veut du sang. Écoutez encore Veuillot, 8 mars, aucun accommodement n'est possible avec des gens qui méconnaissent volontairement et criminellement les conditions de la paix sociale. Conditions de la paix sociale, pour lui, c'est la résignation. Le lieutenant-colonel Elbert va écrire « Paris avait besoin d'une leçon ». Sorel, l'historien, Sorel, l'Académie française bien sûr, il faudra tout ou tard un coup de force. Le plus tôt sera le mieux, je souhaite qu'on en finisse une bonne fois. Doudan, il s'appelle Ximénez Doudan, c'est une espèce de pitre qui est au service des Broglie. C'est leur amuseur, enfin c'est leur spirituel, leur petit bouffon. Il va écrire le 6 mars. Cette sorte de calme, un peu sinistre que l'on voit à Paris, c'est le calme d'avant la tempête. J'éprouve quant à moi un certain désir d'entendre le tonnerre. Le 7 mars, il dit « Il y a une épizootie dans la canaille. Certains disent qu'on pourrait peut-être conjurer cette peste bovine sans tuer les bœufs. Quant à moi, je n'y crois pas. » Et le général Dubarail, encore plus net, va dire « Il y a là une de ces maladies de la canaille qu'il faut traiter avec ces pilules de fer qu'on appelle les boulets. » Ce qu'ils voudraient faire, les gens de la majorité, c'est se couvrir. Ils voudraient que Paris attaque. Ils voudraient faire ce qu'ils ont raté en 1870, vous savez, puisque c'est la France eux-mêmes qui ont pris l'initiative d'attaquer l'Allemagne. Vous vous rappelez bien que le 19 juillet 1870, c'est les Français qui ont pris l'initiative des opérations. C'était extrêmement malin de la part de Bismarck de provoquer une déclaration de guerre. Eh bien, ils se sont aperçus, les notables, que c'était une maladresse. Alors maintenant, ils ne veulent pas déclarer ouvertement la guerre à Paris. Ils voudraient que Paris leur déclare la guerre, c'est-à-dire une insurrection qui permettrait de dire « c'est comme dans les journées de juin, on est bien obligé de mettre le canon ». Paris ne bouge pas, précisément. Paris ne va pas se lever. Alors nous allons assister, au mois de mars 1771, à une série de provocations. Première provocation, dans le gouvernement qui va être constitué, qui est-ce qu'on va voir reparaître? Les Jules eux-mêmes. Jules Favre, Jules Simon, que la population de Paris détestait à juste titre et que Thiers va mettre dans son ministère. C'est une espèce d'insulte à la population parisienne qui ne peut plus y souffrir. Ils sont là. Deuxièmement, le 19 février, Thiers va faire une promotion d'ambassadeur. Ambassadeur de la République française. Ben, savez-vous les noms de ces ambassadeurs? Ces ambassadeurs sont tous des royalistes. À Londres, c'est le duc de Broglie. À Saint-Pétersbourg, c'est le duc de Noailles. À Madrid, c'est le marquis de Bouillé. À Vienne, c'est le marquis de Bonneville. À Constantin, c'est le marquis de Vaugué. Il semble qu'il n'y a que des royalistes pour représenter la République. Troisièmement, on va décapitaliser Paris. Et ça, c'est le coup dur pour les Parisiens. Jamais, jamais dans l'histoire française, on avait vu une assemblée politique siéger ailleurs que Paris. C'est évidemment dans la capitale que se rassemble l'Assemblée nationale. Et bien, pour la première fois, ils vont se décider, les députés, en quittant Bordeaux, à ne pas aller à Paris, comme pour punir la ville, et ils vont se réunir à Versailles. Versailles, est-ce que vous vous rendez compte que ça signifiait pour les Parisiens? Ça signifiait deux choses. Versailles, c'était là où vivait le roi, dont on l'avait ramené, vous vous rappelez peut-être en octobre 1789,
Boulanger, la boulangère et le petit mitron, les femmes de Paris étaient allées les chercher. Enfin, c'est la résidence royale. Et en plus, il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 3 semaines, il n'y a pas 8 jours. Qui est-ce qui était à Versailles? Les Allemands. Par conséquent, là où se réunissaient les forces allemandes, c'est là où va se réunir l'Assemblée nationale. C'était une gifle terrible sur Paris. Il y a mieux. Moratoire. Le moratoire pour les loyers, pour les dettes des commerçants. Ce moratoire avait été institué au début de la guerre. Il allait se terminer maintenant. Eh bien, l'Assemblée nationale, malgré la supplication des députés de Paris, et même des députés modérés de Paris, l'Assemblée nationale décide qu'il n'y aura plus de moratoire à partir du milieu d'avril, et que dans un instant, dans 48 heures, ces gens qui n'ont plus de sous, qui ne peuvent même pas travailler, ces gens vont être obligés de payer leurs dettes, et comme dit le journal des débats, ça sera la reprise du travail pour les huissiers. C'est pas fini. On va supprimer d'autorité, le général Vinoy qui commande à Paris, va supprimer d'autorité 6 des principaux journaux de Paris. Et quels journaux? Précisément les journaux républicains. Et l'Illustration, qui est un journal bien tranquille, va dire on supprime les journaux qui appartenaient précisément qui appartiennent précisément au parti qu'il importe de rassurer, c'est-à-dire le parti républicain. Ça ne suffit pas encore. On avait essayé de mettre Dorel de Paladine, à la tête de la garde nationale. La garde nationale n'avait pas voulu, mais enfin, Dorel de Paladine restait officiellement le chef de la garde nationale. Et maintenant, on va changer le préfet de police lui-même. Le préfet de police, jusqu'à présent, c'était un civil. Brusquement, le 17 mars 1871, le gouvernement décide que le préfet de police serait dorénavant un général, le général Valentin. Alors vous avez, à la tête de Paris, comme gouverneur militaire, un général, qui s'appelle Vinoy. Vous avez comme chef de la garde nationale, du moins officiellement, un autre général qui s'appelle Dorel de Paladine, et vous avez à la préfecture de police un 3e général qui s'appelle Valentin. Tous les souvenirs reviennent aux gens. À la veille du 2 décembre, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte avait décidé d'étrangler la République, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait nommé un général qui s'appelait le général Espinasse à la tête du ministère de l'Intérieur. Avec la nomination du général Valentin, tout semble prêt pour un coup d'État destiné à tuer la République.